Bonjour, 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 bienvenue sur le plateau du JDH. Comme tous les jeudis, aux environs de 16h, même pile, on ouvre l'antenne. C'est un bonheur. Nous sommes ravis d'être là pour l'émission High-Tech, tout azimut, avec des gens tout azimut, extraordinaires et tout. Merci d'être avec nous. On a des sujets absolument incroyables. Pourquoi est-ce qu'on a des sujets incroyables? Parce que les gens qui sont avec moi sont complètement incredible. Alors, bienvenue au JDH. Amandine, comment tu vas? Bonjour, ça va très bien et toi? Je suis en pleine forme, j'ai envie de te voir. Je me doute Moi que aussi. si tu es là, aujourd'hui, comme tu vas essayer d'être là le plus souvent possible, parce que ça nous fait plaisir, nous parler un petit peu de, je sais pas, il y a Elon Musk cette fois, Il n'y a qui? pas Elon Musk. Écoute, mais il y a de l'IA. Ah, Ah, super. Ça il y a va. du ChatGPT ou un truc comme ça? Peut-être. Ah, Un m'a petit fait peu. peur. Et tu es toujours au Journal du Geek? Toujours. On te Ça ne bouge retrouve, pas. au Journal Vous du pouvez Geek. retrouver, oui, tous les articles sur le Journal du Geek. Et tout à l'heure, enfin quand je mentais un petit peu, parce que moi j'ai un peu le runner avant de commencer, mais je sais ce qu'il va y avoir, je sais à quel point vous allez être, ça va être la régalade de l'Ouest. Votre régalade, Reza, comment tu vas? Bonjour Pépé, Bonjour. ça va et toi? Je suis toujours en pleine forme. Parce que quand tu sais, quand tu bonjour Pépé, tu sais, les trucs. Du coup, vous savez Désolé. pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi j'ai demandé à Albert d'avoir un micro comme ça? Parce que dans le cas où quelqu'un m'attaque, je peux me barrer, on m'entend encore. Tandis que le micro comme ça, eh ben, vous m'entendez plus. Voilà, parce que là, quand même, ils sont furieux. Donc, tu veux nous parler de quoi tout à l'heure, Reza? Aujourd'hui on a Je quelques dis que news, c'était on va parler d'un outil qui ressemble un peu à la Go XLR et la Rodecaster Pro 2, et on va parler d'un autre outil qui peut faire ton travail à ta place sur Adobe Premiere, mais d'une bonne façon. C'est aussi de l'IA un peu. Voilà, D'accord. désolé, hein. Y a Amandine pas et de moi on est à problème. côté, donc malheureusement on va vous pondre de l'IA aujourd'hui. Je tenais à présenter mes excuses à la régie parce que j'ai dit tout à l'heure que c'était Alfred, Albert et tout, et c'est Albert qui est à la régie. Mais je sais pas pourquoi, je ne sais même pas pourquoi j'ai appelé. C'est le Vous savez que quelquefois, est-ce que vous savez ce que ça veut dire avoir envie de décéder? Eh ben, vous avez un truc en direct. Maintenant, j'avais même pas voulu demander. Je présente mes excuses à la régie et C'est j'ai pas envie, Alfred juste à la envie de régie. décéder. C'est Elfried. Oui, bon, je sais qu'il trouve. Laissez-moi mourir, s'il vous plaît. Laissez-moi décéder. Laissez-moi décéder. Comment ça va, Jean-Pierre? Très bien. Écoutez, puisqu'on est entouré de tant de pros de la stat, on va parler énormément de Très bon de jeu de chiffres, mots, Tatou. évidemment. Très bon jeu de mots. Non, aujourd'hui, j'ai une journée, une émission particulièrement jeux vidéo, puisque notamment on va faire un gros retour sur la prise en main de la ROG Ally que j'ai pu voir. Est-ce que c'est une tranquillement. avant-première? Une avant pas pour le JDH, mais pour la presse française, effectivement, une avant-première. J'ai été dans les bureaux d'Asus France. Toucher la console, je ne l'ai pas en main encore, mais je vais pouvoir vous donner pas mal de grosses informations sur la console. C'est vachement bien, on est très très contents. Donc ça arrivera vers la fin de l'émission, je pense, tout à l'heure. T'as pas un petit dossier où tu es intervenant aussi, ou un petit truc sympa? Justement, ou- on s'est dit, tant qu'à faire, on va parler justement de l'évolution des PC consoles, et on va débattre un petit peu entre nous Ça. de l'avenir possible de ces machines. Ça va plaire à tout le monde, et également en régie, à Alfred Albert et tout. Il sera très très heureux de pouvoir couper mon micro à ce moment-là. J'ai le droit à un gage de toute façon, n'importe comment, et il va falloir que je ferai un café tout à l'heure, un truc comme ça. Je m'en veux terriblement, je suis mortifié, mes frères. Donc, mon petit Captain Web, Eh oui, mon petit Pépé, comment ça va? eh ben, moi je vais moins bien maintenant, mais c'est pas grave, je suis en pleine forme. Je suis heureux d'être là, moi le JDH, c'est ma récréation. Eh bien, écoute, c'est parfait. Eh bien, on va parler de plein de choses aujourd'hui encore. On va un peu critiquer les Chromebooks parce que je sais qu'il y a quelqu'un ici. Mais non. Non, mais il y a des gens qui cherchent la guerre. Voilà. Mais oui, allons-y. Et puis après, il y aura deux petits projets Kickstarter assez originaux. On va en parler aussi. Et on finira sur une petite news software. Voilà. Ça promet. Alors moi de mon côté, j'ai été vous dégoter un truc que j'ai testé, mais qui est dans une pièce à côté. Je peux pas vous laisser, c'est trop gros en fin de compte. On a enfin eu les résultats techniques et tout ce qui va bien du téléviseur LG G3, qui est annoncé par LG comme étant le produit le plus abouti au niveau des téléviseurs OLED, gaming et autres, avec des caractéristiques de folie. Et cette fois-ci, j'ai les chiffres, j'ai tout a été testé. On verra tout à l'heure des démos avec moi dans la salle et tout, les choses que vous pourrez nous envoyer tout à l'heure, Florian. Donc ça sera top. Et moi, je suis très très heureux que vous soyez là et restez bien avec nous. Et même les replays, vous allez voir, on reste là. On ne bouge pas du JDH. On est là, on est fixé, voilà, comme dans le port de Marseille, avec des blocs de ciment au pied. Voilà, donc c'est magnifique. Allez, c'est parti pour le jingle de départ. Premier jingle, les acteurs. Haute action, on attaque avec toi. Eh oui, tout à fait. Ou plutôt, on attaque effectivement, mais c'est surtout la CMA qui attaque Microsoft, puisque l'autorité de la concurrence anglaise au Royaume-Uni avait déjà prononcé ses craintes, considérant le rachat par Microsoft d'Activision Blizzard. Là, ça y est, le couperet est
tomber la décision finale, à savoir, je cite, l'autorité de la concurrence anglaise disent « La décision finale d'empêcher le rachat intervient après que la solution proposée par Microsoft n'a pas permis de répondre efficacement aux préoccupations du secteur du cloud gaming exposées dans les conclusions provisoires de l'autorité de la concurrence et des marchés publiées en février. » On l'avait couvert lors du JDH, je vous l'avais dit, sur plein de petits points. Les autorités de la concurrence n'étaient pas tout à fait d'accord avec ce rachat et l'autorité anglaise avait principalement pointé du doigt le cloud gaming. Depuis, on avait aussi vu que Microsoft avait signé quelques accords avec certains gros acteurs du marché, notamment GeForce Now et Boosteroid, pour avoir leur jeu dessus pendant 10 ans, etc., etc. Mais ça n'a pas suffi. Je cite une nouvelle fois l'autorité de la concurrence anglaise. Microsoft s'est engagé de manière constructive avec nous pour tenter de résoudre ces problèmes et nous lui en sommes reconnaissants, mais ces propositions n'ont pas permis de répondre à nos préoccupations et auraient remplacé la concurrence par une réglementation inefficace sur un marché nouveau et dynamique. Alors globalement, ce que reproche l'autorité de la concurrence, qui là, ouais, je le vois à ton regard, oui, c'est comme c'est du serrage de boulon. Hein. C'est tout simplement. Les mots sont courtois, mais tu sens que c'est pas courtois. Ouais, curieusement, je sais pas, j'ai entendu des trucs très courtois et puis après j'ai. C'est exactement ça, c'est un va te faire 12 heureux, quoi. C'est plutôt mignon. Mais en fait, c'est que là où effectivement les accords de Microsoft concernent les acteurs actuels, ce qui fait peur au Royaume-Uni, c'est que justement le cloud gaming est normalement censé apporter de nouveaux acteurs sur le marché, faire en sorte que ce soit un marché extrêmement dynamique. Or, ce genre d'accord ferait que pas forcément, et qui plus est, la plupart des plateformes cloud tournent, quoi qu'il arrive, sur une infrastructure Windows. Donc, quoi qu'il arrive, Microsoft se fait des tonnes et des tonnes de pognon dessus. Évidemment, ils sont pas super d'accord, sauf que Microsoft et Activision Blizzard, eux, ils l'ont pris un petit peu mauvais, hein, fondamentalement. Les réactions sont plutôt vénères. Hein. On a le porte-parole d'Activision qui y va à base de « Nous travaillerons de façon agressive avec Microsoft pour retourner cette décision en appel. Le Royaume-Uni est manifestement fermé aux entreprises. Les conclusions du rapport ne rendent pas service aux citoyens britanniques. » Bref, du langage très franc, hein, on va dire. Donc, pour l'instant, la balle n'est vraiment pas dans le camp de Microsoft, puisqu'on le rappelle, hein, la FTC, donc l'autorité de la concurrence aux États-Unis, a elle aussi refusé ce rachat et on attend toujours la Commission européenne pour donner son verdict a priori au 22 mai 2023. Donc, ça sent très mauvais pour avoir les jeux Acti Blizzard dans le Game Pass. Dans tous les cas, moi, ce que j'aime, c'est ton souci d'improvisation. Maintenant, n'oublions pas que Non, il faut quand même savoir un truc très important concernant le bipède qui est ici, donc Otaksu, qui est quand même une chaîne YouTube, et qui laisse des tweets absolument ravageurs, que je vous conseille, parce que le moment où tu prends le micro, sincèrement, je veux dire, c'est la nouvelle star, quoi. De la high-tech, du hardware, où tu vas franco. C'est étonnant. Extrêmement rouge, merci infiniment. Mais non, mais attends, il faut savoir mettre les talents en lumière quand ils sont là. Je dois dire que, voilà, quand tu vois ça. Car je vous ai confirmé les specs officiels du modèle prévu pour la France. Écran 7 pouces Full HD 500 nits de oui. Si avec ça, tu pètes pas les scores sur TikTok, je crois que l'algorithme est pourri. YouTube.com/Otaksu. Voilà. Il fallait absolument. Voilà, il y a un petit sondage qui est en route, les petits loulous qui nous regardent. Le Royaume-Uni a raison de bloquer Microsoft? On aura la réponse tout à l'heure. Ça risque d'être un débat intéressant. Mais en tous les cas, c'est vrai que moi, ce qui m'étonne, c'est que d'un côté, il y a des mots très courtois, mais la réponse était extrêmement transparente et franche de l'autre côté. On sent que les différences de discours sont quand même probantes, hein, dans le cas présent. Oui, et puis dans les faits, je pense qu'ils n'ont pas tout à fait tort de souligner ça, parce que c'est vrai que quand on a une vision très gamer du truc, tout ce qu'on a envie d'avoir, c'est genre Diablo 4 dans le Game Pass. Je serais le premier à signer, j'adorerais, tu vois, parce que j'ai pas trop envie de le payer non plus. Sauf que ils ont quand même cette vision globale qui est intéressante de dire, mais c'est le marché du cloud gaming tel qu'on le connaît aujourd'hui, et que vos accords, c'est sur 10 ans, sauf que nous, on veut vraiment en profiter pour booster toute une économie autour de ça. Donc, ils n'ont pas tout à fait tort. Est-ce que Microsoft serait capable d'avoir un argumentaire assez probant pour qu'en appel, il le remporte? Rien n'est joué à l'heure actuelle. Donc, non, ça s'entend. Ça s'entend de fou, hein, même si au bout, on aimerait jouer au jeu. Mais
Ça s'entend. À propos de jouer, alors il y a un truc important, c'est qu'on se dit toujours, en ce qui concerne les gamers, on dit voilà, est-ce qu'il y a des préjugés au niveau des gamers, notamment sur le fait qu'il y a peut-être plus d'hommes que de femmes, il y a peut-être plus de gens qui ont 25 ans, qui ont 15 ans, Plus de gens qui ont qui prennent 30 moins de ans, douche que d'autres. qui ont 40 ans, 50 ans. Est-ce qu'il y a les silver geeks, comme on a pu le voir à la Gamers Assembly, est-ce qu'il y a les silver gamers? Et là, c'est Amandine qui a la réponse. Exactement. Si je vous dis l'âge moyen des joueurs en France. 35 ans. J'ai vu le runner, donc je vais pas. Ah bah non, Alors, moi, j'ai pas vu le runner, mais j'ai fait le débat hier sur le stream. Donc oui, 35 ans. Exactement, 35 ans. Et les joueurs ont majoritairement plus de 50 ans. Donc ça, c'est quelque chose d'assez étonnant. C'est une nouvelle étude Médiamétrie et Global Vidéo qui rapporte cette info. En fait, 25% des joueurs donc, qui jouent quotidiennement aux jeux vidéo ont plus de 50 ans. Ils sont juste devant la tranche 15-24, puisque la tranche 15-24, c'est 23%. Donc, on est quand même sur quasiment une égalité. Pourquoi les joueurs ont plus de 50 ans majoritairement? Les jeux mobiles. Parce qu'ils comptent les jeux mobiles. Ouais, voilà. Exactement. Oui, les jeux mobiles sont... C'est une blague. Vous faites un truc avec les plus de 50 ans, vous mettez ma gueule. Allez, bâtard. Vous êtes franchement... Je ne regrette rien de ce que j'ai dit à la régie. Non, Rien du tout. je ne regrette rien. Je ne regrette rien, mes petits amours. Et sans rapport avec notre conversation avant le début de l'émission. C'est effrayant. C'est à cause d'Amandine, tout ça. Vas-y, Amandine. Oui, donc en fait, sur 17 millions de Français qui se considèrent comme des gamers réguliers, donc qui jouent au moins tous les jours, la moyenne d'âge est de 35 ans. Tu le disais, il y a plus d'hommes que de femmes. On a 57% d'hommes et du coup 43% de femmes. Mais ça évolue, ça suit, tu le sais ou tu le sais pas? C'est relativement constant. Stable, le pourcentage des femmes augmente d'année en année. Mais par contre, ce qui augmente aussi, c'est l'âge des joueurs, puisque effectivement, l'âge des joueurs est en augmentation constante. Donc, c'est ce que vous disiez, c'est en grande partie à cause des jeux sur smartphone, puisque l'étude prend en compte non seulement les jeux PC, mais aussi les jeux consoles et les jeux smartphone. Et on le sait, tant les personnes plus âgées ne sont pas forcément équipées en PC gamer ou en console. Voilà, le gros truc, voilà. Tant, a priori, une grande partie de la population a un smartphone. Donc cette étude, elle a été réalisée entre octobre et décembre 2022. Et donc, il faut quand même bien la recontextualiser à ce niveau-là, puisque voilà, l'âge varie beaucoup en fonction du support, notamment sur la console. Alors, on n'a pas les chiffres, mais c'est beaucoup plus bas, forcément. Donc, on imagine beaucoup plus les joueurs Fortnite, par exemple, qui sont plus jeunes. Mais il y a aussi une autre explication à cette étude, puisque en fait, au-delà de juste les jeux smartphones, les plus de 50 ans ont aussi plus de moyens. Oui, plus de moyens, plus de temps libre, et pas forcément de parents qui vont les couper à 22h pour leur dire c'est l'heure d'aller se coucher. Donc forcément, voilà, on est sur en fait, des générations qui sont vieillissantes, mais qui ont potentiellement à 50 ans pas grandi avec les jeux vidéo, mais en tout cas qui les ont découverts pas trop tard. Aussi en vrai. Ça commence, hein, ouais. 50 ans, ça commence. mon grand frère à moi, c'est un 78, 77. C'est lui qui m'a appris à jouer à Street Fighter dans les années 90 et il a grandi quand même avec le JV très tôt. Il a eu ses premières consoles des années 80 à 10 ans. Il ne faut pas sous-estimer l'impact des Commodore, des Amiga. Oui, Ouais, Commodore, Amiga, gigantesque. la Master System. La Master System. Je crois que sa première console c'était la Master System. Ouais. Après, t'as la première Nintendo, c'est 83, je crois, la NES. Tu vois 80, ouais, quoi. 83, Aux je crois, États-Unis, la NES. 83, ouais. Ouais. je crois. Donc en Oui. vrai, t'inquiète, moi, 45-50 ans, ils en voient. Au Japon. Donc c'est ça, c'est donc potentiellement ils ont grandi, ou en tout cas ils ont découvert pas trop tard les consoles, et donc bah, forcément aujourd'hui ils sont adultes, ils ont un pouvoir d'achat qui est quand même plus important que pour un adolescent, donc forcément ça explique pas mal de choses. Mais ce qui est intéressant aussi avec l'étude, c'est que l'étude en fait montre aussi que le divertissement vidéoludique, il est en train de progressivement brouiller ses frontières. On l'a déjà vu avec, par exemple, sur Netflix, des séries interactives auxquelles on pouvait jouer à la Bandersnatch. C'était Black Mirror. Black Mirror Bandersnatch notamment. Et il y avait eu un truc avec... Ils ont plein de Bear Grylls. trucs type quiz ou des trucs voilà. comme ça aussi. Exactement. Et en fait, sur les jeux vidéo, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on voit à la fois des jeux vidéo qui deviennent ultra cinématisés, où finalement on assiste à un espèce de film sur lequel on peut avoir un impact. Et à côté de ça, on a aussi toutes les licences vidéoludiques qui se trouvent de plus en plus de place, donc que ce soit au cinéma ou sur les plateformes de SVOD. Là, les dernières semaines, on a vu Mario, on a vu The Last of Us. Voilà, il y a aussi The Witcher, pour citer que cela, mais il y en a énormément. Et donc, en fait, l'étude révèle que 92% des sondés, donc, qui se considèrent comme des gamers quotidiens,
utilisent aussi des plateformes de streaming tous les jours et sont particulièrement sensibles du coup à ce genre de contenu. Ce qui n'est pas franchement étonnant. Parce que pour le coup, en fait, je pense que ça va dans ton sens, c'est que aujourd'hui, l'industrie du jeu vidéo correspond, si je ne m'abuse, à revérifier, à l'industrie du cinéma plus celle de la musique x2. Donc à partir de là, en termes d'impact de retour monétaire, on est forcément un petit peu supérieur aujourd'hui. On touche un petit peu tout le monde, forcément. Voilà, à propos de ce que tu as dit tout à l'heure, regarde la réponse. Oui, d'ailleurs, 71% des gens pensent que ne pensent pas que le Royaume-Uni a raison de bloquer Microsoft. Comme quoi, on ne pense qu'aux jeux vidéo et pourtant. Voilà, ça c'est souvent le cas. Mais pour revenir à ton truc, je pense qu'en fait, on est aujourd'hui dans une ère où la pop culture est particulièrement puissante. On le voit avec Marvel, on voit des trucs comme ça. Aujourd'hui, on ne fait que s'étendre vers ce truc-là. The Last of Us, tu l'as dit, tu vois, auparavant. En fait, on est surtout sur une logique de les licences deviennent complètement transversales. Mais à fond. C'est ça, c'est fond. Alors qu'avant, c'était quand même assez défini. Rare, ouais. On avait des licences de jeux vidéo, on avait des licences... il y avait quand même assez peu d'adaptations. Souvent, elles étaient ratées aussi. Ouais. On va pas se mentir. Ce cher Doom avec Dwayne The Rock Johnson. Ah non, s'il te plaît. Incroyable film. On est en digestion, n'en rajoute pas. Cette scène en FPS, qui peut l'oublier? Non. Incroyable. Alors qu'aujourd'hui, en fait, j'ai l'impression que ce qui se fait plus, ça va être de créer une licence et ensuite de voir comment on peut l'adapter sur des multisupports. Et du coup, c'est souvent aussi, ça dépasse le simple stade d'adaptation, puisque ça va être de nouvelles aventures potentiellement pour créer un énorme lore autour de la licence. On crée un univers aujourd'hui, même si c'était une trend sur laquelle les Japonais étaient beaucoup plus. Tu peux nous parler de ton beaucoup jeu plus en préféré. avance, puisqu'à partir de 2022, la série Dota qui avait déjà fait ça, notamment avec un animé qui démarrait un cycle, Netflix, puis 4 jeux vidéo sur PS2, puis 3 mangas. Quoi qu'il arrive, les Japonais, ça tue, jouent à Dota. J'y crois pas. J'ai tendu la perche. Non, mais si j'ai la moindre occasion, je place Dota. T'as tendu la perche, c'est la réponse en plus. J'étais là, je me faisais du kiné. Il va y aller. Merci. Et ça n'a pas raté. Il y a un truc intéressant pour rebondir sur le sujet, c'est de se demander ce que vont devenir la génération justement qui a grandi avec les jeux vidéo, 80 quand ils vont être à la retraite. Tu vois, une génération de gamers à 70 ans, 80 ans. Je pense qu'on le voit déjà un petit peu maintenant, parce que ceux qui ne sont pas fermés d'esprit sur ce truc-là se tapent déjà des barres sur Wii, quoi. On le voit à plein de conférences. Tu t'en parlais juste avant. Des compétitions de Wii Bowling et tout. Wii Bowling. Et même aujourd'hui, on voit pas mal de pour les seniors. On voit pas mal de streamers qui ont 70, 80, 90 génial, aujourd'hui. Il y a aussi les championnats de bowling des maisons de retraite. Mais c'est trop bien. Il y avait Incroyable. Mais c'est ça qui est génial. Je veux dire, c'est des générations qui se passent, c'est pas que ça se décale, ça s'additionne. En fin de compte, quand tu vas arriver à un moment où on sera, moi avant vous, normalement un tout petit peu, quand même, quelque part, on sera dans un endroit où on sera un peu se reposer, tout ce background sera là, les gamers, les gens qui, voilà, et c'est vachement bien. On t'obligera à arrêter de jouer à 23h. Il y a un infirmière qui vient dans ta chambre qui fera top. Par contre, ce qui va être intéressant, c'est qu'avec justement l'arrivée de ces anciennes générations vieillissantes, mais qui vont continuer à vouloir jouer aux jeux vidéo, il va sans doute y avoir beaucoup plus de choses faites sur l'inclusivité et l'adaptabilité, par exemple, des manettes et potentiellement des licences. Mais je pense que ça va plutôt prendre la forme de nouvelles formes de manettes, de nouvelles aides potentiellement pour que ce soit plus accessible quand on a de l'arthrite, par exemple. Alors des grosses touches sur les manettes comme sur les smartphones qui existent encore, les dodo, je sais plus quoi. C'est génial. Carrément. Je crois qu'il y a déjà des tas d'entités qui travaillent là-dessus. On a eu Microsoft est vachement. Microsoft travaille. Son numéro 1 sur l'accessibilité. Tout à fait, des trucs comme ça. Et c'est génial pour les gens, quoi. C'est le gaming pour tous et pour longtemps. Voilà, fin de dossier. C'est génial. On s'amuse. Alors un truc qui va être très amusant après. Parce que là, je sais très très bien ce qui va se passer, donc je vous conseille de commencer à boire du petit lait de votre côté, parce que vous allez avoir la suite dans quelques instants, dans vos smartphones, vos télés et autres. Ça va être le petit débat qu'on va lancer maintenant avec Captain Web, à propos de quelque chose, justement, que le charmant bipède ici présent, qui commence à armer ses poings, parle. On va parler du Chromebook. Non, mais voilà. On va y aller gentiment, on va juste se poser la question, est-ce que le Chromebook, c'est de la merde ? Ça commence bien, gentiment. Alors, gentiment. On va se baser sur des faits. En fait, il y a une ONG américaine qui s'appelle PIRG, qui est en fait une association des consommateurs, qui a fait une enquête. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'aux États-Unis, au moment du Covid, donc début 2020, tout le monde se retrouve en confinement et les écoles, les universités se demandent comment on fait maintenant qu'on a beaucoup d'élèves qui sont coincés chez eux et qui n'ont pas forcément d'ordinateur. On avait fait un dossier dessus où j'avais présenté justement un ordinateur portable
oui, le fameux, distribué par l'Île-de-France. Que ta fille avait, je crois. Ta fille avait cet ordinateur. Elle l'a d'ailleurs toujours pas utilisé, mais bon, je fais un point régulièrement. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'aux États-Unis, en fait, les écoles ont acheté massivement des Chromebooks. Alors, massivement, c'est par dizaines de milliers, évidemment, et ils les ont donnés à tous leurs élèves. Et là, on arrive 3 ans après, et le constat est assez sévère, puisqu'en réalité, beaucoup de ces ordinateurs sont tombés en panne. Et au-delà du fait qu'ils tombent en panne, alors après, c'est des ordinateurs qui sont distribués à des élèves, pas forcément des élèves de 18 ans, mais qui peuvent avoir 12-13 ans. Forcément, ils ne sont peut-être pas manipulés de la bonne façon, donc ça peut tomber. Voire même beaucoup plus bas, en vrai. Voilà, possiblement. Et en réalité, ce qui se passe, c'est que ces ordinateurs donc, qui partent en service après-vente, eh bien, tout simplement, la plupart du temps, ils ne sont pas réparables. Alors, il y a 2 raisons à ça. La première, c'est que les pièces détachées n'existent plus, tout simplement. En fait. Oui, tout simplement parce que des Chromebooks sont... C'est des vieilles configs en fait. Voilà. Donc les Chromebooks arrivent déjà en fin de vie d'autres matos la plupart du temps. C'est pour ça que les coûts sont extrêmement abaissés. Voilà. Et ensuite, quand les pièces sont disponibles, par exemple dans l'exemple d'un Chromebook qui est vendu $200, pour changer le clavier par exemple, c'est déjà $90. Alors autrement dit, est-ce que c'est la peine de claquer la moitié du prix du Chromebook juste pour changer le clavier alors que c'est un ordinateur qui a déjà 3 ans ? C'est pas évident. Et en fait, le problème, en gros, c'est que tout simplement le Chromebook, selon beaucoup de personnes, dont iFixit qui a été interviewé dessus, ne sont pas des ordinateurs qui sont destinés à durer. C'est des ordinateurs qui en fait sont faits pour être utilisés pendant 3-4 ans et qui arrivent assez vite en fin de vie. Aussi parce que quand les universités et les écoles les achètent, en réalité, ils n'achètent pas du matériel qui est tout neuf, ils achètent du matériel qui est sorti il y a 2-3 ans. Et vu que la durée de vie officielle de Google, c'est 8 ans, on arrive assez vite en fin de vie avec des mises à jour qui ne seront plus, qui seront simplement plus distribuées parce que c'est trop compliqué de faire des mises à jour sur du vieux matériel. Et le problème sur un Chromebook... C'est pas une question de ça sur une mise à jour, si tu me permets, parce que le principe des Chromebooks est assez particulier sur le software. Je sais, vas-y. Je savais que j'allais te... Le software des Chromebooks est super bizarre en fait. C'est que y a des mises à jour qui sont généralement soit de 4 à 8 ans. Aujourd'hui, tous les Chromebooks sont à 8 ans, les nouveaux Chromebooks. Mais le truc, c'est parce que les Chromebooks ne sont pas créés vraiment avec Acer. En fait, par exemple, Acer, Asus ou un truc comme ça. Acer ou Asus file le matos et tout ce qui est driver et pilote est développé en interne chez Google sur les Chromebooks pour l'intégralité des Chromebooks. Donc nécessairement, déjà, il n'y a pas forcément beaucoup de modèles différents et c'est pour ça qu'ils sont obligés de faire des vagues sur 8 ans, etc. Parce que le principe du Chromebook est aussi de ne pas pouvoir être piratable, vu que tout est dans des containers logiciels qui ne peuvent pas être attaqués. Et ça repose donc il beaucoup faut sur le cloud. Voilà, ça. Aujourd'hui, non. On a un dossier dans le JDH pour ça d'ailleurs, youtube.com/le stream replay. Mais t'as vu comment il fait bien la pub quand même. C'est incroyable. Je suis devenu intolérable sur ça. Je n'ai pas le choix, ça se finit. Mais du coup, oui, il y a ce cycle de vie, mais qui est aussi expliqué par rapport à ce que veulent viser les Chromebooks, à savoir des ordis qui sont ultra sécurisés, peu importe ce que tu fais dessus, et qui sont ultra simples à utiliser. Tu n'as pas besoin d'installer un antivirus, un truc comme ça, et tu sais qu'il est impiratable. Mais qui du coup ont une durée de vie qui est probablement moindre que celle d'un ordinateur classique sous Windows. Sur le logiciel ? Alors attention, Mac, effectivement, a une durée de mise à jour qui est en dessous puisqu'elle est à 7 ans et non pas 8 ans. Oui, tout à fait. C'est vrai. Cela dit, ça pose un problème, évidemment, surtout pour toutes les écoles qui ont acheté ça et pour tout, j'imagine que dans l'administration, il doit y en avoir aussi, qui se retrouvent avec du matériel qui n'est plus, qui ne peuvent plus utiliser ou ne plus mettre à jour. Du coup, ce qui arrive, c'est que certaines vont acheter les mêmes modèles d'ordinateurs neufs, simplement pour les désosser, récupérer des pièces. Ce qui casse le plus, c'est en gros l'écran, la charnière, le clavier. C'est les 3 éléments qui partent le plus vite. Ils sont sensibles pour même des produits beaucoup plus chers. Voilà, exactement. Oui, et puis rappelons-le, là, on parle d'ordi à 250-300 euros. Oui, c'est pas des ordinateurs. C'est ça. On peut casser sur des produits à 4-5 000, je peux dire aussi. Mais le problème, c'est que, évidemment, d'un point de vue écologique, puisque c'est quand même une grosse tendance en ce moment et à raison, eh bien, c'est pas terrible d'avoir des ordinateurs qui, au bout de 3 ans, vont se retrouver à la casse parce qu'on pourra plus s'en occuper. Alors moi, je te pose cette question. Est-ce que c'est un problème unique au Chromebook ? Alors je dirais que c'est un problème qui littéralement est surtout sur les ordinateurs qui coûtent les moins chers, sur le matériel, tout le matériel qui coûte le moins cher. Moins on paye cher, évidemment, c'est la conclusion qu'on peut avoir dessus, c'est que plus on va se retrouver avec du matériel qui va être bas de gamme entre guillemets et qui va casser plus rapidement.
Bah, totalement. Et aujourd'hui, on voit, ça me fait marrer parce que je l'ai en test chez moi à l'heure actuelle, un HP 14S machin qui est sous Windows S du coup, qui est clairement était censé être un Chromebook à la base, mais qui est sous Windows. C'est le même genre de merde parce que tout simplement, quand tu fais un ordi à 250-300 balles, tu te retrouves avec des composants qui sont en fin de vie leur race, dont personne ne veut. Tu te retrouves à utiliser des coques en plastique qui sont absolument dégueulasses, etc., etc. Au bout du bout, même si je suis d'accord avec ça, parce que Chromebook a réussi à conquérir un marché de l'éducation pendant le Covid, mais même avant, particulièrement aux États-Unis, qui est très puissant. Il y a un marché, le marché des ordinateurs pas chers. C'est ça. Voilà, le marché des ordinateurs pas chers. Et du coup, maintenant, oui, mais c'est la merde. Bah oui, mais c'est la merde juste parce que c'est la même merde que dans tout le marché, à savoir que très peu de constructeurs aujourd'hui font attention à l'impact environnemental de leurs produits. C'est juste une évidence pour l'intégralité du marché. Et c'est pas un problème qui est nécessairement lié au Chromebook, en fait. Tout bêtement, c'est un problème du PC. Tout à fait. Et pour finir là-dessus, juste un truc, l'ONG a donné 2 pistes, simplement. Alors déjà, augmenter de 10% les pièces détachables pour les ordinateurs, soit ce qu'on puisse les réparer, puis en général, évidemment, avoir plus de pièces détachées pour cela, et standardiser. Savoir que quand on a un clavier pour Acer, éventuellement se dire, ce serait peut-être pas mal d'avoir un clavier sur d'autres marques qui soient compatibles, qu'on puisse simplement avoir des pièces de rechange, et surtout sur ce type d'ordinateur-là. La deuxième piste, c'est de pouvoir un peu débrider les ordi pour qu'on puisse installer Linux dessus, plus simplement, et que ces ordinateurs aient une deuxième vie, même une fois que les mises à jour sont terminées sur les mises à jour de Google, en tout cas. Totalement. Voilà. Là-dessus, je suis totalement d'accord. Pour conclure votre échange qui était musclé mais cordial, les petits... Non, musclé mais cordial. Je pense qu'on est d'accord sur l'essentiel. Oui, voilà. Est-ce que le Chromebook a réellement un avenir ? Mais bien sûr, parce que là, on parle pas c'est une question de provocation pure, parce que comme ça, je te permettais de remettre une pièce dans le nourrin. Non, mais je vais me permettre de rebondir sur ça en remettant une autre pièce dans une autre machine que j'aime beaucoup, si ça te va. C'est que aujourd'hui, on en a parlé plus d'une fois, notamment Captain et moi, plus d'une fois, du Right to Repair aux États-Unis. Il y a un truc qui va te faire plaisir dans le chat. 100% du chat n'a pas de Chromebook. Je me doute, il n'y a pas de souci. Je ne sais pas si c'est well done ou pas, j'arrive pas à savoir. Il n'y a que 32 votants, ils sont là, mes frères, je le sais. Non, mais vraiment, pour pas dire de conneries, le droit à la réparation tel que beaucoup d'acteurs aux États-Unis commencent à défendre, je pense notamment à Linus Tech Tips, le youtubeur américain, et un autre dont j'ai oublié le nom qui est pourtant la tête d'affiche, je suis absolument désolé. Et aujourd'hui, on trouve pas mal d'acteurs qui font extrêmement attention à ça. Notamment chez Acer, là récemment, ils viennent de sortir un produit dont 52% de la coque est en plastique recyclé, où toutes les réparations sont super simples à faire. On a même de nouveaux acteurs qui créent des ordinateurs où tu peux changer la carte mère très facilement en commandant, en faisant attention à ce que les pièces soient... C'est des morceaux, voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Le fer PC. Et je pense que cette tendance-là, enfin du moins je croise les doigts, va vraiment s'améliorer et garantir le... Ça peut sauver ce genre de choses. Ouais. L'idéal, le truc rêvé, c'est comme on construit son PC de bureau, de pouvoir modifier, réparer, changer des pièces dans son PC portable. Mais tu pars sur un autre format, forcément. Même au-delà de ça, si vous vous dites, c'est un conseil que je vous donne, ça peut vous réclamer un petit peu d'huile de coude, mais si vous vous dites que vous avez 250 €, 300 € à acheter à mettre pour un PC, allez sur le marché de l'occasion. En fait, c'est aujourd'hui le truc le plus sain, écologiquement parlant, qu'on puisse faire, c'est redonner vie à des conflits comme les smartphones. Comme les smartphones. C'est ce marché qui est en progression, on en reparlera certainement dans le JDH parce que ça monte de tous les côtés. Un truc qui me... Excuse-moi parce qu'il faut que j'avance un petit peu, sinon on va se retrouver à 18h30, il n'y aura pas de récap et tout, une horreur. Et le truc, c'est que, on sait très bien, les gens qui me connaissent et savent que je suis un fan d'audio. Et c'est un truc qui me fait kiffer depuis que je suis enfant, l'audio, la prise de son. Et là, justement, Reza se pointe, il est là, il est prêt, il est là, je vais en parler. Alors là, tu as un système de mixage. Oui. Absolument. Je sais pas comment tu dis, un enregistreur qui serait extraordinaire. C'est ça, enregistreur audio, mixage. C'est Boss qui fait ça s'appelle la Gigcaster. Moi, je l'appelle la Geekcaster. Je ne sais pas comment on devrait l'appeler, parce qu'il est GIG. Gig ou Gig. Gig, a priori. Geekcaster, comme ça, Geekcaster. Donc, c'est Boss qui fait ça. Je ne sais pas si vous connaissez un peu Boss. C'est une marque qui est dans l'audio. Donc la première fois que j'ai lu ça, j'ai dit attends, Bose. Non, Boss. Ouais, pareil. Ouais. Pour moi, tout à l'heure, il y a sans trop, tu vois. J'ai le même réflexe. Mais moi aussi, voilà. c'est ça. Le même réflexe. Finalement, c'est Boss qui fait ça. Donc il travaille de base dans l'audio. Merci la régie pour la petite vidéo qui est magnifique. Ils sont incroyables. Donc voilà, ça sert d'enregistreur audio. On a 2 modèles, un modèle 5 pistes et un modèle 8 pistes, un avec des pads, un autre sans les pads. Je vais revenir dessus après. On dirait des rods. Du coup, c'est un peu... oui, on va un peu rentrer dans la...
on va un peu rentrer dans la concurrence du Rodecaster Pro. Oui. Donc le Rodecaster Pro que j'avais ramené ici, qu'on avait mis en concurrence. Fabuleux. Exactement. Que j'utilise toujours et que je vais utiliser ce soir pour mon podcast. Donc ça marche plutôt bien, ça marche même du tonnerre, j'ai envie de dire. Il y a de la bonne compétitivité au niveau du prix. Mais ce produit est pas mal du tout. On va revenir dessus rapidement. Donc on a 32 bits pour 48 kHz. On a une fonctionnalité de talkback. Donc pour ceux qui ne connaissent pas dans le chat, la fonctionnalité de talkback, c'est une fonctionnalité qui vous permet justement moi je veux parler à Pépé, mais en faisant en sorte que ce que je dis à Pépé ne s'enregistre pas dans le podcast ou dans la vidéo. C'est donc ça cette fonctionnalité qui n'est pas disponible partout, hein, mais là elle est disponible pour ce petit bijou, pour une sortie prévue en mai. Du coup on a une sorte de modèle classique et un modèle XL. Le modèle classique personnellement il me parle pas assez moi pour la fonctionnalité que je vais en faire, parce qu'en vrai vous pouvez l'utiliser pour le streaming, pour du podcast, mais pour l'enregistrement de audio aussi, de musique. Je sais que Otaxo a pas mal d'appareils de musique chez lui. On a pu le voir dans sa dernière vidéo YouTube, youtube.com/Otaxo. Et vous pouvez du coup faire même de la diffusion avec ces appareils de musique sur Internet ou en enregistrement via cette machine. Donc la version à 8 pistes pour moi est beaucoup plus intéressante car elle propose aussi les pads. Les pads qui sont les petits boutons de couleur affichés qui sont clairement ceux de la Rodecaster Pro. Oui, qui vous permettent de préenregistrer 8 sons différents. Donc ça fait un peu moins que sur la Go XLR, je crois, parce que sur la Go XLR, il me semble que tu peux en mettre plus, si je dis pas de bêtises. Mais dessus, tu en as quand même 8. Et derrière, sur le modèle XL, tu as 4 entrées XLR pour les micros. Et sur le modèle classique, tu as 2 entrées. Donc si vous n'avez pas lu le runner, si vous n'avez pas triché, je vais vous demander de deviner le prix pour le petit modèle d'abord, puis pour le grand modèle. Quand on est sur un son de qualité comme ça, pour un mixeur 2 pistes, tu m'as dit 5 pistes. 5 pistes pour le 5 pistes, mais il y a 2 entrées XLR. Parce qu'après, tu peux mettre autre chose sur les pistes. 2 entrées, 5 pistes. Ah, je mettrais pour le petit, avec une qualité comme ça, un 400, ouais. J'aurais dit la même chose, 400. 400. Ouais, j'aurais dit 500, moi. 500 Amandine. Pépé. J'ai le runner. Autant que je sois franc. Mais moi, je l'aurais mis... Avec Amandine. Ah oui, comme Amandine. Vous êtes très proche parce que c'est 549 € pour le petit. Donc le plus grand, on a 8 pistes et 8 pads. Donc ça fait 3 pistes en plus, 8 pads en supplément et 2 entrées XLR en supplément. Vous tabez à combien? Moi, j'ai remis 800. J'ai le runner, moi, je mettais à 800. 800. On est à 769 €, ce qui au final rentre dans les prix aujourd'hui parce qu'il me semble que la Rodecaster Pro 2 coûte à peu près 700 € aujourd'hui. Je n'ai pas le chiffre en tête. Certainement, les petits loulous doivent chiffre en tête. Les petits loulous en régie, vous pouvez trouver ça. Il me semble que c'est à peu près 700 € la Rodecaster Pro 2 aujourd'hui. Et comme je l'ai dit, moi, j'ai fait le deal du siècle. 725 €. Voilà, c'est ça, 725. Oui, bien. Merci. La Rodecaster Pro 1, c'est 500 €. Et je l'avais eu à moins 50% un matin en vente flash, donc je l'ai eu à 250 €. Donc c'est des produits que tu n'as pas encore testé, ça. Cool. Tu n'as pas encore testé ces produits. La Geekcaster Non, je l'ai pas encore testé. D'accord. Donc c'est mon collègue qui s'occupe de mon son de base à la maison qui m'a envoyé ça. Il a fait cette petite trouvaille. Du coup, c'est cool, ça rajoute encore à la compétitivité, pardon. Comme on en parlait avec la ROG Ally qui vient un peu sur le marché du Steam Deck. C'est cool aujourd'hui d'avoir le choix entre la Go XLR, entre la Rodecaster Pro et maintenant la Geekcaster. L'émulation. C'est ce qui fera du plaisir à tout le monde. C'est-à-dire que s'il n'y a qu'une marque qui occupe le marché, ça ne sert à rien du tout. Il faut que les marques puissent se foutre sur la gueule pour que nous, on en profite. Donc, comme il y a Rode qui est en face et qui balance des produits comme on a eu ici, c'est très bien qu'il y ait Boss qui le fasse aussi. Et comme ça, les gens peuvent choisir en plus. Les gens peuvent choisir, ouais. C'est pas mal du tout. Et en plus, c'est des outils, je trouve, comme la Rodecaster ou même celle-ci, qui sont assez simples d'utilisation au fur et à mesure quand tu apprends. Et ça rend la chose un peu moins... c'est pas sorcier. J'ai envie de dire ça comme ça. C'est moins sorcier parce que le son, ça fait peur. C'est ce qu'il y a de plus compliqué. Quand t'es externe au son, ça fait peur, mais moi je reste très débutant au final au son. C'est souvent mon pote qui vient m'aider, Tony. Donc je pense que c'est des outils assez cool parce qu'au fur et à mesure, tu peux apprendre des choses pendant qu'on te l'installe, pendant qu'on t'explique. Et t'as l'écran, t'as les boutons qui sont. Les boutons, te parlent assez facilement. C'est intuitif. C'est libellé. Exactement, voilà. C'est un enregistrement multipiste, donc c'est vachement pratique quand tu fais du montage derrière, c'est indispensable si tu veux. Et ça va être lié à ma news du journal du software. Parce que dans un stream, tu vois, on peut avoir une image qui est un peu pixelisée de mauvaise qualité. Par contre, si le son est pourri, dès le début, tu as envie d'arrêter le stream. C'est-à-dire que tu ne comprends pas ce que le mec dit ou ce que les intervenants autour d'un plateau disent. Et là, vlan, le son, c'est primordial. Important. Donc c'est bien que tu aies présenté ça. J'espère qu'on pourra peut-être l'avoir en plateau, je sais pas, un de ces quatre. On va essayer, ça coûte cher. Non, mais que tu nous la prêtes pour une présentation. J'enverrai un mail et je dirais, je bosse pour Pépé Garcia. Est-ce que vous le connaissez? Ça va les aider. Non, parce que c'était génial quand on a eu les Rods. Est-ce que vous le connaissez? Et maintenant, moi, je ne sais pas qui est le vieux et tout là, on veut quelle horreur. Le Silver Geek qui présente l'émission. Voilà, merci pour cette petite news. On va se aller du côté de Captain avec les financements participatifs improbables du moment.
moment, je pense qu'alors là, oui, tout à fait. on va prendre la Ça fait hauteur. longtemps que j'ai eu ça. Je me suis pas spoilé, je suis content. Eh ben, écoute, Ouais, moi non j'en ai juste 2, ça va être assez rapide. Alors, ça reste du hardware malgré tout, puisque la première chose dont je vais vous parler, c'est un jeu vidéo, mais un jeu vidéo qui sort sur NES, puisqu'ils ils ont reconstruit une cartouche et donc ils vont vendre la cartouche. C'est une société française, un studio qui s'appelle Broke Studio. Donc, ils n'ont pas trop d'argent, mais malgré tout. Et donc, c'est pour ça qu'ils se financent effectivement via un Kickstarter. Et ils sortent un jeu qui s'appelle Super Tilt Pro. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est un Smash Bros, en fait, mais sur NES. Alors, vous allez me dire, mais comment on fait pour y jouer à plusieurs ? Ils n'ont pas peur des avocats de Nintendo sur cette police, mais ouais. Écoute, Je pense à ça tout de suite. Ouais. Oh là là Ils là aiment là, prendre des oh risques, là a là. priori. Nintendo, quoi. N'utilisez pas les trucs graphiques de Ils ont Nintendo beaucoup dans vos d'avocats, projets ils ont pro. beaucoup d'avocats. Jamais. Nintendo, ils sont un peu tendus sur ces sujets. Ah Faut ouais. bien le savoir. Voilà. Donc, eh bien, ils ont fait un truc qui est, je crois que c'est une première en tout cas. Ils ont intégré une puce Wi-Fi dans la cartouche NES, ce qui fait que la NES en fait se connecte en Wi-Fi pour pouvoir jouer en réseau. Et ça, Incroyable. je crois que c'est Incroyable. une première effectivement. Mais moi, je trouve ça vachement. L'idée est pas mauvaise Voilà. du tout. Alors vous avez Une NES à Wi-Fi, l'écran, c'est exceptionnel. effectivement, Ah oui. et c'est assez incroyable. Alors leur financement participatif, ils l'ont lancé il y a très peu de temps et ils ont déjà récupéré, hier soir, ils étaient à 46 500 €. Ils avaient demandé 40 000, En donc objectif, c'est 40 déjà 000. Non, c'est financé. déjà dépassé. Ok. Voilà, alors qu'il reste 26 jours, donc vous avez le temps encore si ça vous tente. Si vous avez une NES déjà, ça semble indispensable. Et c'est censé sortir en partir de fin d'année, je pense. En tout cas, ils sont assez avancés. Avril 2024. Voilà, merci. c'est Avril voilà, 2024. dans un an, donc, effectivement. Et surtout, vous pouvez télécharger la ROM directement, puisque c'est de l'open source, pour pouvoir y jouer sur les émulateurs. Donc, si vous vous demandez, tiens, après, c'est un Sachant bel que les objet. émulateurs ont un mode En ligne. un Oui, mode bah multi oui. aujourd'hui en Voilà. ligne. Donc, ce qui veut dire, ouais. si un de tes potes a la cartouche avec la borne Wi-Fi, eh bien, tu pourras peut-être jouer avec lui. Ce serait très cool qu'ils aient pensé à ça. J'y crois pas. À mon mais avis. ce serait cool. À mon avis, ils y ont pensé. Alors, tu as un mode histoire solo, tu as un mode multijoueur coopératif en ligne, donc, avec différents modes de jeu. Si vous voulez les caractéristiques techniques, tu as une puce Wi-Fi ESP8266. Je me tourne vers le spécialiste. Voilà, très bien. Ouais. Et voilà. la communication entre la NES et la puce Wi-Fi, c'est du FPGA. Voilà, je vous en dirai pas plus parce que je De toute façon, Moi, très bien, je suis très content d'avoir cette information. Et je pense que le port cartouche doit pas avoir assez de puissance de jus en fait, hein, tout bêtement pour envoyer non plus un Wi-Fi 6E de malade, mais Voilà. ça doit suffire quoi. Je pense que ça suffit. Et le dernier détail très intéressant, c'est que si vous aimez ça, que vous êtes dans le rétro et que vous programmez des jeux pour NES, eh bien la cartouche peut être utilisée pour mettre vos propres jeux dessus, et donc un peu comme une clé USB sur laquelle vous allez mettre vos jeux et vous pourrez les tester sur une véritable NES. Il y a une énorme scène de développeurs qui s'amusent à faire aujourd'hui des jeux Game Boy, NES ou des trucs comme ça. Je trouve ça fascinant. Ouais, bah ce studio, Brock Studio, donc ils ont, c'est pas la première fois qu'ils font des jeux NES, ils ont aussi fait des jeux Game Boy, je crois. Ils ont même annoncé qu'ils allaient en faire un nouveau bientôt. Donc ça a l'air de marcher pas mal, toujours du rétro, mais du nouveau rétro, du néo rétro en fait. Génial. Alors maintenant Passons au financement What the fuck du jour. La semaine dernière, je ne sais pas si vous vous en souvenez, on avait parlé des différents produits Xiaomi en disant qu'il y en avait beaucoup qui n'arrivaient pas en France. Mais ouais. Et qu'ils fabriquaient de tout et n'importe quoi. Ouais, surtout n'importe quoi là. Et surtout n'importe quoi, effectivement. Et hier, alors que je traînais sur des sites peu recommandables, je suis tombé sur ceci, c'est le Mija. Alors Mija, je crois que c'est la marque de Xiaomi en fait qui fait ces trucs-là, qui crée tous ces produits à la con. Si vous êtes un peu angoissé du point de vue écologique et tout, zappez à la prochaine news parce qu'il y a beaucoup de plastique. Pour donner un petit contexte, c'est que Xiaomi est aussi un incubateur. Et donc, du coup, la moitié des marques que vous connaissez un peu sous le nom Xiaomi en France, en fait, c'est des petites entreprises qui ont été incubées par Xiaomi et qui vendent sous leur propre nom en Chine. Et quand ils importent en France, c'est genre, vas-y, on va mettre Xiaomi dedans, et puis voilà quoi. Voilà. Ça fait partie. Et donc là, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est tout simplement un pistolet à eau, mais un pistolet à eau assez magnifique. Vous allez le voir. Je vous ai même trouvé une vidéo. Évidemment, Il est beau. c'est technologique. Alors dessus, tu as une batterie et un écran, parce que c'est important. Ouais, évidemment. Quand tu changes ton mode de tir, puisqu'il y a plusieurs modes de tir, de pouvoir avoir sur l'écran la visualisation. Je crois que c'est un écran tactile pour que tu puisses choisir. Génial. Alors, portée de 7 à 9 mètres, j'aimerais bien qu'on le teste dans le studio, peut-être si on arrive à la voir ici. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je suis chaud. Je suis Ah, grave bah, alors, chaud. là, Quand tu veux. Le studio ne survivra pas. Non, il va dans le commencer à- couloir. c'est pas On met une grave, caméra ça va dans le Ah mais non, couloir. on fait ça ici directement. Il y a des écrans derrière, je veux bien le tenter. Voilà. Ça m'étonnerait qu'on arrive à voir, mais bon, tu peux tirer sans pompage manuel puisque effectivement tout est électronique, tout est mécanique et tu as dedans une batterie qui te permet de tirer. 7 à 9 mètres, c'est quand même beaucoup et tu as une ligne de LED pour suivre le trajet de l'eau. Donc évidemment, pourquoi C'est pratique.
Et la capacité C'est indispensable. du réservoir, tu la connais? Est-ce qu'ils ont dit qu'il y a 10, 15 litres, 20 litres? Alors, en fait, tu peux faire 25 litres en mode rafale. Mais 25 Mais litres, non. Non, 25 tirs, 25 tirs. Ah oui, 25 litres. J'ai eu peur. 25 litres, tu portes pas. Bien 25 tirs. Il y a 25 litres. Ils sont à deux Ouais. pour porter le truc. À moins que tu aies ça sur le dos, c'est peut-être jouable, hein, après Ah tout, ouais. pourquoi pas. Le truc, c'est un minigun, quoi. Non, mais tu mets des réservoirs sur le dos comme des bouteilles. 25 tirs, je pense que c'est quand même pas mal. Ou alors 12 tirs en portée longue. Voilà. Ah, pardon, je vois dans le chat Heisenberg, futur équipement de CRS. Tout de suite. On l'a déjà eu. On les Champs-Élysées. Ah, c'est beau. Pardon. Donc, 3 modes de tir, rafale coup par coup, donc jusqu'à 7 mètres, et le longue portée, l'écran de contrôle. Alors, à votre avis, combien ça coûte, la question, évidemment. Ah, parce que c'est en vente, c'est donc pas un projet, hein, le truc est existant. Alors, le truc est existant, mais en Chine pour l'instant, et est-ce que ça va arriver en France, j'ai un doute, mais on sait jamais. On va voir. Électronique, il y a En les dollars. tactiles. Il y a l'écran tactile, ouais, une Écran batterie, tactile, c'est rechargeable en USB, évidemment. 70. 150 €. 110. Oh, 50, non? Ah, bah, écoutez, vous êtes un peu, c'est entre les deux, c'est 85 €, je crois que tu étais le Ah, plus Ok. proche. Là, j'ai mis 150, je suis un peu loin. C'est raisonnable. Je sais disons. pas. Ouais, je sais pas, raisonnable. C'est raisonnable. Je sais pas quoi en penser, j'irai pas acheter ça, mais bon, après tout. Alors, ce qui est intéressant, c'est que du coup, j'ai trouvé le site de crowdfunding de Xiaomi et je voulais retrouver. Je l'ai mis dans le runner juste il y a 10 secondes, donc enfin 10 secondes, 2 minutes. Bravo, si tu peux aller jeter un coup d'œil dessus. Et alors, qu'est-ce qu'on y trouve en ce moment? Parce que je me demandais, mais qu'est-ce que ces gens fabriquent, effectivement? Qu'est-ce qu'ils financent? Eh bien, vous avez une paire de baskets de chaussures de running, voilà, que vous allez voir, qui est ici, qui a déjà été financée. Hein. Tout est financé, j'ai l'impression, en l'espace de 10 minutes. Ah, Xiaomi, ouais, ils sont C'est forts pour fort, ça. hein. C'est assez monstrueux. Tu as Watt. un compresseur portable pour regonfler vos pneus de vélo. Mais ça fait Ça, longtemps c'est qu'ils ressemblent à plutôt pas l'iPod. mal, oui. Ils l'ont, ouais. Mais ils l'ont, il existe déjà, non? Bah voilà, Il bah, doit il y en a avoir une une nouvelle, nouvelle C'est une nouvelle l'iPod, c'est version. le nouveau. Ouais. Probablement. Plein d'objets connectés. On avait parlé de la lampe de chevet il n'y a pas longtemps. Tu as aussi une brosse à dents connectée. Ça aussi, ils le font, mais j'imagine que c'est des nouveaux modèles. Mais moi, ce qui m'a le plus plu, c'est le t-shirt éco-responsable. Alors, j'ai une question pour ça. C'est pourquoi acheter un t-shirt éco-responsable alors que tu pourrais juste ne pas acheter de t-shirt et ne pas avoir... Et être beaucoup plus éco-responsable, ouais, certes. Parce que tu sais, quand tu regardes en fait la page du t-shirt, ils te disent oui, ça consomme très peu d'eau, on utilise des matières écologiques et tout. Mais en plus, le t-shirt n'est pas très beau, honnêtement, je trouve. Et pourquoi t'as pas fait tous tes t-shirts de cette manière depuis le début? Oui, bah oui, voilà, effectivement. Donc voilà, et donc il y a des aspirateurs, plein de choses, mais malheureusement, je n'ai pas trouvé les archives. Il n'y a pas d'archives sur le site. J'aurais bien aimé voir ce qu'ils avaient financé par le On passé. avait parlé d'une manette Xiaomi qui avait été financée Ah oui. comme ça aussi, qui avait une gueule super bizarre. Mais non, mais qui ouais. était intéressante. On n'était Intéressante. pas en train de fuir. Hein. Intéressante. On n'était pas en train de Ouais. fuir. Ça ressemblait un peu à une DualShock 4, mais qui avait des. C'était un peu chelou, mais c'était Mais curieux. ils font des bons produits. Enfin, moi, Xiaomi, j'aime beaucoup, j'utilise. Ils ont rapport des qualité-prix très gros bon. projets sur notamment des systèmes qui permettent d'avoir du Wi-Fi dans tout un appartement avec des blocs et des éléments qui seraient extrêmement légers, qui seraient carrément radiants. Ouais, puis Ils ont des très, très, très gros projets. récemment, ils nous ont envoyé, je vais essayer de retrouver, mais un communiqué de presse qui parlait justement de leurs efforts d'écologie. Donc je pense que ça devient petit à petit un gros truc. Je retrouverai jamais au milieu de tout ça, mais Je crois que c'est un élément essentiel ça- dans la ça communication commence à être gros, des ouais. boîtes. Alors après, il faut faire la différence entre ce qui est vraiment une volonté où il y a vraiment des efforts dessus et le greenwashing, parce que quand même souvent. Je sais pas Oui, chez Xiaomi comment ça se passe. Tous les trucs on a acheté 12 hectares de trucs, Oui, voilà, c'est alors ça. que. Ça, j'ai oublié de vous dire, Non. le t-shirt, quand vous achetez un t-shirt, il replante un arbre. Oui, ben Ah, ça n'existe pas, hein, les gens. Hein. Regardez absolument tous les trucs, là, tous les délires de replanter un arbre, etc. Il n'y a pas assez de surface sur la planète pour planter les pseudo-arbres qui Parce sont qu'il les payés. plante dans l'eau, c'est pour ça. Il jette Ouais, les graines dans l'eau. c'est- c'est dans le bateau. Bref, ça m'agace. Enfin voilà, quand même, deux petits projets Kickstarter de financement participatif qui étaient amusants. Et ben, oui, je suis content. Je vois que tu fais ça. Il y a toujours des trucs super intéressants. Je referai une grosse rubrique, j'irai fouiller dans les bas-fonds de Kickstarter. Parce que tu avais fait des rubriques et avec d'Indiegogo. 5-6 produits. Oui, oui. On était C'est quoi tapé des barres. La semaine prochaine, je vais essayer de faire ça. Yes. Je vais aller fouiller Yes. dans les poubelles Yes. Il y a des d'Indiegogo. trucs fabuleux à l'intérieur. Ouais, Ce qui est ou pas. fabuleux, c'est dans ce journal du hardware, d'avoir un journal du software. Ça, c'est vachement bien. Alors, la régie qu'on aime, qu'on adore, y compris tout le monde que j'ai écorché les noms, on y va, on envoie le jingle. Ils se vengent, ils ont raison. Amandine, c'est à toi pour le journal du C'est à software. moi, exactement. Et on va parler du nouveau projet de loi numérique. Ah, le fameux. Le fameux. Le fameux. Lui. Non, ce projet de loi, en fait, c'est pas une surprise. Il était déjà attendu depuis plusieurs mois et on avait déjà quand même les grandes lignes de ce que ça allait donner. C'était hier que la première ministre Elisabeth Borne en a annoncé, donc encore une fois, les grandes lignes avec un peu plus de détails, pas vraiment beaucoup.
On sait juste que du coup, le texte final devrait être présenté début mai. Donc ça nous permettra d'en savoir un peu plus. En attendant, pour ceux qui n'auraient pas suivi, que va contenir cette loi numérique ? Beaucoup de choses. Il y a encore de la pornographie ou pas ? Parce que on va Évidemment. attendre toutes les semaines, tu nous as rendu quelque chose autour de ça. Mais j'en parle pas beaucoup là. D'accord. Oui, bien, señora. C'est dommage. Non. La semaine prochaine, je te prépare un petit truc si tu veux. On trouvera. Non, le premier point à retenir de cette loi numérique, ça va être la mise en place d'un filtre anti-arnaque. Alors, comme ça ressemble un peu à du bullshit, on va pas se mentir. Mais le gouvernement veut mettre en place un espèce de filtre pour protéger les internautes en ligne. Alors concrètement, on ne sait pas trop à quoi ça va ressembler. A priori, ça ressemblerait à un espèce de code couleur, donc vert, jaune, rouge sans doute, un peu à sur le style du Nutri-Score. Ouais, le nombre de calories. Voilà. Le nombre de watts consommés. Attention, ce site est dangereux pour la santé. C'est ça. L'objectif, en fait, ce serait d'avoir un espèce de code couleur obligatoire pour les sites, en tout cas pour pointer du doigt les sites qui sont vraiment réputés fiables, ou en tout cas safe, sans doute sur le sujet de la désinformation, et de pointer au contraire ceux qui vont être plus controversés ou plus sujets à de la désinformation. Comment ça se passe ? Parce que je ne sais pas. Qui décide ça ? Est-ce que tu obliges les sites, tu leur envoies un petit mail en leur disant mettez votre fond en rouge parce que quand même on trouve que vous n'êtes pas très fiable. Vous, c'est quelle couleur à propos Est-ce que ça passe par le navigateur, par les DNS ? C'est quand même. Est-ce que c'est Google qui trie ? Pour le moment, on ne sait pas du tout quelle forme ça va prendre, à part cette histoire de code couleur. Ça risque d'être très compliqué à mettre en place. Après, on peut imaginer peut-être un espèce de système un peu comme Mozilla faisait. À l'époque, je ne sais pas si ça se fait toujours, d'avoir des petits badges de certification de « Hey, ce site est hyper fiable ». Honnêtement, je ne sais pas. Il y a des plugins qui le font aussi. On appelle ça le SSL de nos jours. Mais je ne sais pas quelle forme ça va prendre. En fait, le SSL est devenu suffisant sur Internet. Souvent, le problème, c'est qu'il y a plein de lois qui sont votées, mais en fait, derrière, tu n'as pas les solutions techniques. Bien sûr. Non, mais moi, pour moi, ça ressemble à un truc de, je vais dire, des bullshit. Des bullshit aux ministres, parce que de toute façon, ils ne comprennent pas. Donc je vais dire, oui, on va mettre des couleurs, ça va être beau. Tu vois, rappelons-nous des cookies, l'avertissement sur les cookies obligatoires où maintenant tout le monde clique dessus parce que tu en as marre. T'en fiches au final. C'est exactement ça. En fait, ce filtre, donc on ne sait pas quelle forme il va prendre, c'est ce que tu dis. On ne sait même pas s'il va être correctement appliqué une fois qu'il aura été voté. Et puis, si un gouvernement décide que Mediapart, c'est orange et pas vert... Exactement. En fait, c'est qui va décider. Super mauvais, quoi. La censure. L'ARCEP, qui va décider et surtout, en fait, quel rôle ça va jouer. Parce que même dans l'idée d'un monde un peu utopique où ça fonctionne très bien et où ça pointe les sources réputées fiables et tout, en fait, l'idée, ce ne sera pas du tout d'empêcher... ce qui finalement n'est pas une mauvaise chose non plus, mais ce ne sera pas du tout d'empêcher de visiter des sites problématiques, mais juste de dire « Oula, attention, celui-là, il est peut-être un peu olé, faut pas y aller ». C'est dangereux comme truc, c'est beaucoup trop dangereux. Potentiellement, il y a des dérives, à voir comment ce sera mis en place. Les gardiens. Exactement. On verra comment ça sera mis en place, écoute. Le proxy. Ouais. Le deuxième point à retenir de cette loi, ça va être le renforcement de la lutte contre le cyberharcèlement. Donc ça, c'est un autre point qui est régulièrement évoqué par le gouvernement dans ses projets de loi numérique. Le gouvernement, pareil, n'a pas beaucoup détaillé comment il comptait agir. On a, encore une fois, un peu de mal à... Comment on lutte contre le cyberharcèlement ? Justement, on ne sait pas bien. Ouais, on veut lutter contre. Dans ce qui a été annoncé... le gouvernement prévoit en fait de durcir le ton, donc notamment en termes de sanctions. Donc si tu cyberharcèles quelqu'un, on t'attrape. Et qu'on t'attrape, oui, parce que c'est un peu ça le problème. Si tu cyberharcèles quelqu'un et qu'on t'attrape, potentiellement tu auras plus de problèmes. Et il y aura aussi en fait un texte qui devrait faciliter le retrait des contenus haineux ou offensants, donc liés à un potentiel cyberharcèlement. Encore une fois, ça c'est le problème de comment on fait, puisque même si le gouvernement dit oui, il faut l'enlever, derrière, c'est les GAFAM le plus souvent. Et la communication entre le gouvernement et les GAFAM, on le sait, n'est pas forcément... Alors après, il y a un autre truc qui s'est ajouté un peu à ça, c'est que théoriquement, la suppression de liens ou trucs comme ça sur Google, par exemple, ça existe déjà, parce que la Commission européenne avait forcé pour que ces choses soient mises en place. Et j'ai un peu l'impression qu'il y a quand même un énorme manque de moyens au niveau de la police elle-même, d'aller justement chercher les contrevenants, comme on les appelle, j'imagine, tu vois, pour après qu'il y ait tout un processus légal, etc. Je pense qu'il y a toute une machine à revoir de ce côté-là, parce qu'elle n'est pas adaptée
au numérique, en fait, tout bêtement. J'aimerais bien sur ce genre de projet qu'on appelle des personnalités qui ont été harcelées sur le web. Il y en a beaucoup, notamment sur le stream, pour faire un gros bon, vous avez besoin de quoi, comment on peut régler ces soucis-là, etc. Moi, tant que je vois pas ça, en fait, j'ai pas confiance. On l'avait déjà évoqué avec toi, Amandine, c'est qu'à un moment donné, on a l'impression, moi je me pose en béotien, c'est-à-dire que je t'écoute, chaque fois que c'est l'impression que c'est redondant, oui. On est plein de bonnes intentions, on dit on va faire ci, on va faire ça, on n'a jamais les outils qui sont donnés, on ne sait pas comment on va le faire, et au final on s'aperçoit qu'on continue à regarder des choses qui sont abominables, qui traînent sur Internet, des horreurs qui touchent justement des gens qui sont d'ailleurs ici, qui sont ce qu'on appelle des talents ici chez Webedia, et des gens qui s'en prennent plein la tête du matin au soir, et on ne bloque rien. Alors, moi, ce qui m'intéresse, en effet, tu nous dis tout ça, et c'est super, tu vas chercher l'information, mais le gouvernement a quelle réponse à ça? Est-ce qu'il y a vraiment une réponse ou ce sont des paroles? Pour l'instant, il n'y a aucune réponse, puisque de toute façon, c'est comme d'habitude, une fois qu'il y a un phénomène nouveau qui pose problème, donc là, en l'occurrence, le cyberharcèlement et toutes les dérives que ça peut entraîner, le gouvernement a 8 trains de retard. Et le temps, en fait, on enchaîne les poncifs. Oui, il faut lutter contre le cyberharcèlement. On va détailler tous les autres points de la loi. Oui, ce sont des choses qu'il faut prendre en compte et sur lesquelles il va falloir légiférer. Mais on sait que ça va prendre du temps. On sait que ça va prendre du temps et on sait qu'en fait, une fois que ce sera légiféré, ce sera sans doute, entre guillemets, trop tard, puisque on sera passé à autre chose et il y aura d'autres problématiques qui se poseront. De toute façon, les lois sont difficilement faites sur des choses qui n'existent pas encore. Donc, à chaque fois, il y a ce temps de latence qui est hyper problématique, et notamment sur le cyberharcèlement, puisque, oui, effectivement, c'est très problématique de cyberharceler les gens. Ne faites pas ça. Est-ce qu'il y a une solution? On avait déjà évoqué ça ici avec toi également. Malheureusement, il y a très peu de solutions. Après, pour nuancer un tout petit peu ce que tu dis par rapport à la prise en charge policière, je trouve qu'il y a quand même de plus en plus de prise de conscience par rapport à ça. C'est un peu comme pour les agressions sexuelles il y a quelques années. Tout n'est clairement pas parfait, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a une vraie prise de conscience, qu'aujourd'hui, les agents de police et les agents de gendarmerie sont quand même de plus en plus formés, et qu'il y a un espèce de glissement. En tout cas, ils ont l'air de beaucoup plus comprendre que si tu te fais insulter par des gens sur Internet, non, ce n'est pas juste tu te fais insulter par des gens sur Internet, ça peut avoir un vrai impact, et pour ta sécurité physique et pour ta sécurité psychologique. Et ça mérite une plainte, et ça mérite des poursuites qui sont aussi valables que si tu te faisais harceler pour de vrai. Quand j'en parlais, je parlais moins de ça que des moyens qu'on donnerait justement à la police. Regardez le sondage. Les moyens sont très compliqués. Amandine, regarde le sondage. Le suivi. Le nouveau projet de loi ne mérite pas-t-il remplir ses fonctions? Moi, je suis d'accord. Je vais rebondir. 97%. Et oui, non, à 87%. Je vais rebondir dessus parce qu'en fait, c'est vrai aussi. Parce que déjà, il y a plein de commissariats où quand tu vas porter plainte pour harcèlement sur Internet, déjà, la plupart te prennent pas au sérieux. Si t'es une femme ou un homme, si t'es un homme, c'est encore pire, on va te dire c'est des histoires d'internet, regarde, t'es un grand gaillard, il n'y a pas de problème. Si t'es une femme, on va te dire tu te victimises ou je ne sais pas quoi, il va rien se passer. J'espère que ça se passe plus comme ça. Bah si, moi je peux te parler d'un collègue qui avait porté plainte en 2021, en 2022 pour ça. C'est aussi un grand gabarit comme moi, on lui a dit mais c'est des histoires d'internet, tu t'en fous, alors qu'il y avait un vrai problème derrière. Ensuite, tu as les gens qui font ça sans impunité. Aujourd'hui, je trouve que c'est assez drôle la façon dont on en parle aujourd'hui. Pas nous, forcément, mais je parle en France, comment on parle aujourd'hui du harcèlement sur Internet, comme si ça avait commencé avec Twitter. Ceux qui allaient sur Internet au début des années 2000, sur les forums, c'était déjà le festival. À partir du moment où on a donné la possibilité à des gens de parler derrière un pseudo sans qu'ils aient de compte à rendre, les problèmes avaient déjà commencé. Enfin, les problèmes, ça dépend comment après chacun gère Internet. Moi, Internet, je m'en fous personnellement, tu vois. Mais il y en a. Il y a des gens à qui ça va plus les toucher. Il y a des gens qui vont prendre ça. Ça les touche parce qu'il y a des gens qui ont du harcèlement qui est perpétuel. Oui, voilà, c'est exactement. Ponctuel, on dit une saloperie. Il y en a qui ça va être perpétuel. Il y en a qui vont être plus touchés par rapport à ça. La teneur aussi de ce qui est dit. Et puis même quand tu prends en termes de moyens. Moi, je sais qu'à l'époque, il y avait on avait eu des petites embrouilles sur Facebook au lycée, et tout seul, on a pu retrouver les personnes. Mais pour les retrouver, on a dû éplucher pendant 8-9 heures Facebook. Bon, si tu dois mettre une équipe en place pour éplucher les profils de tous les gens qui vont harceler des gens harcelés, on n'aura jamais les moyens. En fait, c'est le même délire qu'Adopi. Ça marche pas. C'est des projets qui peuvent pas marcher parce que en termes d'humains, en termes de budget, tu n'auras jamais assez d'humains disponibles et de budget disponible, ni de gens formés pour justement répondre à ces harcèlements en ligne. Et tu vas prendre quelqu'un qui va être un bouc émissaire, qu'on va balancer comme une amulette. Regardez, lui, il a payé.
C'est ça. C'est compliqué de légiférer sur un réseau global qui a la taille du monde, si tu veux, dans chaque pays. Où la législation n'est pas la même. Voilà, en France, exactement. Il y a énormément de choses qui posent problème. C'est très compliqué. En fait, il n'y a pas de solution. La réalité, c'est qu'il n'y a pas de solution. Et même si tu mettais des millions et des millions de budget derrière. Les humains, l'être humain, il n'y a pas assez d'humains. Et il y a un papier sur le journal du Geek à propos de ça. Tu viens d'en laisser un? Oui, mais c'est pas fini. Il y a encore plein de points. Non, le papier est sorti sur le journal du Geek, mais il y en a encore plein de points à citer. Ah, vas-y, oh là là. Avec plaisir, Amandine, par pitié, continue. Notamment, du coup, on parlait justement de la difficulté d'accorder les législations à l'étranger. L'un des points principaux aussi qui va être évoqué pendant le projet de loi, ça va être de transcrire en français, en droit français, les nouveaux règlements européens, donc les DSA et les DMA. Donc, notamment en apportant de nombreuses obligations pour les GAFAM. On ne va pas s'attarder sur le contenu de ces deux textes qui sont assez conséquents. Mais en gros, voilà, l'idée, c'est que Google, Apple et consorts vont potentiellement devoir rendre un peu plus de compte à l'échelle européenne. Et le fait de traduire les textes en français, ça va vraiment permettre du coup de les adapter à notre loi. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et pour l'instant, donc, ils ne peuvent pas être mis en place à l'échelle française. Et enfin, le dernier point, c'est pour toi, Pépé, ça va être de renforcer le blocage des sites pornographiques. On y revient. Parce qu'en fait, l'Arcom tente en vain depuis des mois de faire plier les tubes, l'industrie du porno gratuit. De faire passer pour je sais pas quoi. c'est gratuit, mais c'est du cyberharcèlement, mademoiselle. Non, en fait, l'Arcom tente depuis des mois de menacer les tubes X. Ça ne marche pas, hein, on l'a vu plusieurs fois, les menaces, elles s'enchaînent. Le fait est que si la loi numérique passe et qu'un texte de loi est voté vraiment pour entériner cette idée de bloquer les sites pornographiques qui donnent accès aux mineurs, ça pourrait aller beaucoup plus vite. Ce serait inscrit dans la loi et du coup, ça pourrait pousser les plateformes à agir très vite pour le coup, pour éviter le blocage. Voilà. Mais encore une fois, on en avait parlé, quels sont les outils, Encore une fois, les outils sont... De toute façon, pour l'instant, on n'a pas le texte détaillé. C'est ça. Les outils risquent d'être extrêmement bancaux. Vraiment, les outils en fait sont complètement obsolètes à chaque fois. On essaye d'enchaîner les poncifs, de dire oui, c'est pas bien, il faut que les GAFAM respectent la loi française. Oui, d'accord, mais comment ? Ça n'est jamais le cas. Renforcer le blocage des sites pornographiques, ça fait des mois qu'on essaye de le faire. Tu en as parlé plusieurs fois. Ah ici, oui, à chaque fois que tu nous en vraiment, parles. toutes les semaines, il y a des nouveautés. Pareil pour lutter contre le cyberharcèlement, effectivement, c'est bien, il faut, mais comment on fait ? En l'occurrence, c'est très compliqué. Voilà, tout est très compliqué. La présentation du texte, elle aura lieu début mai, avant l'examen du texte devant le Conseil d'État. Tu pourras nous en reparler ici. Exactement. Ça va être intéressant. Donc pour savoir mi-mai, normalement, on aura vraiment le détail du texte et les tenants, les aboutissants. Parce que pour le moment, on a les idées, pour l'instant, l'intention. Exactement. Pour l'instant, c'est vraiment les idées, les grands points qui vont dessiner les contours de la loi. Mais on ne sait pas comment vont être mis en place concrètement. En fait, c'est chaos. Ouais, c'est ça. Mais bien sûr que c'est mort. On peut espérer. Moi, je pense à l'épée dans la flotte. Tu vois, quand tu mets le coup d'épée dans l'eau en disant voilà, il y a l'océan, on va essayer de faire quelque chose et on en reparle. Moi, tous les gouvernements reparlent. Ce genre de choses, surtout à un âge aussi bas, c'est plus la prévention, l'éducation que la c'est loi. essentiel. Faut pousser la prévention, faut pousser l'éducation, faut pousser le fait que être parent, c'est pas un jeu vidéo. Du coup, c'est un vrai métier aussi à part entière. Et malheureusement, tous les enfants vont pas être réceptifs de la même façon à l'éducation qu'on leur donnait leurs parents. Et c'est au maximum croiser les doigts et continuer à faire de la prévention, continuer à... Tu vois, on parlait des téléphones, mais moi, j'ai eu mon premier téléphone très jeune pour que ma mère puisse m'appeler quand je sors de l'école, mais il n'y avait pas Internet dessus. C'est aussi la différence. Donc aujourd'hui, par exemple, tu peux faire en sorte que si tu as besoin de contacter ton enfant quand il est au collège ou quoi, tu n'es pas obligé de lui prendre un smartphone ou d'un téléphone qui a forfait Internet. Il y a aussi pas mal de trucs comme ça sur la prévention. Tu as des gamins qui passent leur journée devant les écrans, devant les iPads, devant les tablettes, devant les téléphones. Ce qui est important, on avait parlé ici, c'est pas le dire de parler à ton enfant. Ton enfant va se retrouver avec d'autres enfants plus grands. Il va lui montrer le smartphone avec ça dessus. C'est pas ça le problème, Pépé. Ce qui est important, c'est ensuite l'éducation qu'il y a derrière. Exactement, c'est pas de ça qu'on parle. Parce qu'au final, comme tu dis, quand tu arrives même à l'école primaire, au collège, tu passes quasiment autant de temps dehors que chez toi. Parce que tu es à l'école. Mais du coup, il y a ceux qui, quand même, ont une éducation assez resserrée à la maison. Quand ils arrivent à l'école, ils refusent de faire des choses, ils refusent de faire des bêtises, ils refusent d'arriver en retard. D'accord là-dessus. Et c'est-à-dire que même s'ils ont été autant exposés que la plupart d'entre nous à tout ce qu'on a dû voir au collège de notre volonté ou malgré nous,
mais tu as beaucoup de gens qui n'ont pas fait les mêmes choix de par ce qu'on leur disait à la maison. Et après, c'est chacun sa curiosité derrière. Donc, dans tous les cas, là où on peut dire la loi va forcément, enfin, je pense, ça va pas marcher parce que déjà, pas grand monde lit la loi à cet âge-là et la loi va pas aider un enfant qui a un smartphone à 11 ans. Mais je pense qu'il faut pousser sur le fait que faire, je sais pas, des combinaisons entre les parents, justement, et le gouvernement, et éduquer de ce côté-là, parce qu'aujourd'hui, c'est une réalité. Tu as beaucoup de parents qui laissent les gamins devant les écrans et les laissent faire ce qu'ils veulent. On en parlera au moment où on aura les détails. Dans 2 semaines, je pense. Voilà, de détails de cette loi, et ça va être passionnant. Tu seras ici pour nous en parler. Je crois qu'on va passer un bon moment encore. Je pense que ça va être très décevant. Ne vous attendez pas. Non, intéressant et décevant. Même intéressant, c'est sûr, dans tous les cas. Merci Amandine, on se retrouve dans quelques instants. D'ici là, on va parler un peu du navigateur web Opera. Ouais, parlons. Même le nom me dit presque plus rien. Ça fait longtemps. Voilà, ça fait longtemps. C'est exactement ça. Quoi, tu ne connais pas Opera GX, le navigateur des gamers? Yu-Gi-Oh! C'est très très loin. Alors, je vais poser la question traditionnelle. Quel navigateur vous utilisez? Moi, je sais que personnellement, c'est Chrome. Chrome aussi. Chrome. Thor un peu. Hein? Thor un peu. Waouh, ça fait longtemps, Thor. Quand j'étais étudiant. Ça fait. Oh là, elle va sur le dark web, Voilà. petite Je pense qu'il y a un sujet de dossier. Il y a quelque chose. Chrome et Firefox. Chrome, ouais. J'utilise encore Firefox. Firefox, moi j'ai complètement arrêté. À une époque, ça buguait tellement, c'était tellement long. J'avais arrêté. Et je l'ai réinstallé il y a 2 ans et il marche bien. Et quand Chrome bug, je vais sur Firefox et ça bug pas. Alors que Chrome, parfois, je sais pas. Le marché des navigateurs, ça a toujours été quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu une sorte de mastodonte qui prenait tout l'espace. Rappelons-nous, à une époque, c'était Netscape, ça a été remplacé par Internet Explorer. Netscape, ça date. Ah ouais, Netscape, ouais, je sais. Parce que j'ai commencé sur le net en 95, donc ça fait un petit moment. C'est le logo qui est revenu, quoi. J'ai encore le bruit du au CDI, à l'école primaire. Le bruit du modem qui se lance quand tu. Quel souvenir, je l'adore. Incroyable. Bref, et donc après, tu as eu Internet Explorer, puis après est arrivé. Firefox un peu, mais après est arrivé Chrome qui a fait le marché. Bien monté à l'époque. Firefox, c'était les onglets. Les onglets. C'est lui qui a promu les onglets sur le navigateur. Et aujourd'hui, en fait, on se retrouve avec des navigateurs qui, je vais pas dire qu'ils sont tous les mêmes, mais en tout cas, qui sont tous sur la même base, à savoir Chromium. Chromium, c'est le moteur, et donc Edge, qui est la nouvelle version Internet Explorer, Chrome évidemment, et Opera aussi, et si je me trompe pas, sur la base de Chromium. De toute façon, le seul qui n'a pas lâché, c'est Firefox. Voilà, exactement. Et Safari, évidemment, sur sur Mac. Bref, tout ça pour dire que le navigateur web Opera va disparaître, mais attention, en fait, c'est plus une nouvelle version, une très grosse nouvelle version qu'une disparition, puisqu'il va être remplacé par Opera One. Wow. Alors, qu'est-ce qu'il y aura d'Opera? Alors, ça fait rêver déjà. C'est plus une opération marketing qu'autre chose. On va pas se tromper. Je pense que l'idée, c'est de dire un peu, regardez, il y a un nouveau navigateur, faut le tester. Parce que Opera, moi, je l'ai utilisé très très vaguement, mais ça n'a pas duré très longtemps. Je n'ai pas été fan. Chrome a tellement tout intégré qu'en fait, quand tu as une adresse Gmail, surtout quand tu bosses sur Workspace avec le Drive, etc. C'est d'un pratique. Ça se synchronise avec tes différents, etc. Après, c'est très compliqué. C'est l'écosystème, tu as tout dedans. Voilà. Après, le truc, c'est qu'Opera, il a eu une petite résurgence il y a quelques années de ça, parce qu'il a intégré un VPN gratuit dans son truc, ce qui était quand même pas mal. Et là, ce qui est le cas avec Google maintenant. Ce qui est plus ou moins le cas avec Google maintenant, c'est vrai, mais tu vois, genre ça a été les pionniers sur le délire. Et là, ils font un truc Opera GX où ils ont une énorme campagne de com, c'est pour ça que je le connais, parce que je n'ai jamais testé, tu vois. Mais sur la moitié voire les 3/4 des vidéos YouTube américaines que j'ai regardées ces derniers temps, est-ce que vous connaissez Opera GX, tu vois, c'est marrant parce que je me demande toujours le business model. J'imagine qu'il n'y a pas à base de publicité, mais je ne connais pas du tout le business model en fait d'Opera. Donc, bref. Tout ça pour dire qu'il y aura des nouveautés dans cet Opera One qui sort évidemment sur Windows, macOS et Linux. Alors la première, c'est une nouvelle interface modulaire et plus moderne. Alors ça veut dire tout et n'importe quoi. Voilà. L'intégration d'un processus multithread pour une meilleure expérience utilisateur, ça devrait être plus rapide. Mais en même temps, Chrome, c'est déjà très rapide. Comme tout le monde, ouais. Et surtout une fonctionnalité d'onglet, une nouvelle fonctionnalité d'onglet qui va regrouper automatiquement certains onglets. Donc par exemple, si tu as 5 onglets Gmail ensemble, ça va te les regrouper de façon à faire gagner de l'espace. Bon, voilà. Je déteste ces fonctionnalités-là, mais c'est dans ma manière d'utilisation. Mais... Maintenant, nous sommes en 2023, évidemment, et en 2023, tu ne peux pas sortir un produit sans... L'IA. Ah, l'IA, évidemment. On en parlait tout à l'heure. Je ne voulais pas prononcer ces mots. Regardez les sondages qui apparaissent en même temps de la part des gens qui nous regardent. 48% de Chrome, 25% Firefox, Opera 19% quand même. Edge 6%, Safari 3%. Ça joue ballon sur le chat. Sur combien 19%. Combien de réponses on a aussi quand même les personnes qui sont derrière leur écran en train de nous regarder en ce moment ont peut-être un profil plus techno que... Ils sont géniaux, c'est ça qui est bien. Voilà. Si vous voulez connaître... Combien de GX dans Opera? Si vous voulez connaître... savoir. Beaucoup. Si vous voulez connaître les parts de taux de marché le part de marché en France des navigateurs, Chrome c'est 57,5% du marché, 16% pour Firefox, 12% pour Edge, Safari 9% et Opera à 3% de part de marché.
Ça vous donne un peu une question. Ouais. Est-ce que Edge, il compte tous les gens qui l'ont juste installé par défaut sur Windows? Alors je pense que c'est ceux qui l'utilisent, mais il y a beaucoup de gens en fait qui le désinstallent pas parce que je sais d'expérience que des personnes qui sont un peu âgées, si tu veux, qui se trouvent qu'un ordinateur qui est installé avec Edge, elles vont pas aller chercher Chrome. Ça, à mon avis, c'est les 12% que t'attends. Okay. Après, t'as les développeurs aussi qui, moi, c'est ce que je fais. J'utilise d'autres navigateurs pour tester sur d'autres. Je sais que Edge est assez apprécié. La dernière version, comparé à Internet Explorer, évidemment, c'est le jour et la nuit. Mais depuis qu'il est passé sur Chromium, il a l'air d'être beaucoup plus stable et d'être beaucoup plus fonctionnel au final. Alors, au niveau des fonctionnalités d'IA, rapidement, ça va être très rapide de toute façon. Tu as évidemment de l'intelligence artificielle générative pour les besoins de chaque utilisateur. En gros, ils intègrent ChatGPT. C'était déjà fait dans la version précédente, mais il sera à nouveau là. Et tu as aussi ChatSonic, que je ne connais pas, mais qui a priori... Je sais pas ce que c'est. C'est un truc de chat. Je sais pas. Je suis pas allé. Sans doute. Sans doute, mais je ne sais pas. Mon peu de conscience professionnelle ne m'a pas fait installer Opera, je vous le cache pas. Voilà, et en gros, c'est à peu près tout. Mais c'est toujours intéressant. C'est une alternative à ChatGPT avec des super pouvoirs. Ah bah voilà, donc ça a rien à voir s'il y a des super pouvoirs, c'est bon. C'est forcément mieux. Super pouvoir, important. Tout a dit. Et c'était aussi, il y a pas longtemps, l'anniversaire de Mozilla, du coup, de la fondation Mozilla qui crée Firefox, et aussi Thunderbird, qui lui aussi... Thunderbird, ouais. Que j'étais pour les mails. Ouais, tout à fait. Et il a je l'ai utilisé, celui-là. Il a pris un coup de vieux. Ouais. Ah ouais. Parce que je l'ai utilisé 2-3 ans à l'époque. Moi, j'utilisais ça à la base, tu vois. Du coup, pour mon mail pro, je me suis dit, vas-y, je me fais un plaisir, je me fais Thunderbird et tout, tu vois. Ça vieillit. C'est exactement la même interface qu'avant, sauf que maintenant il y a des onglets, mais aujourd'hui, ça. La question c'est aujourd'hui, est-ce qu'il y a un client mail qui n'a pas vieilli? Moi j'ai vraiment du mal. Gmail, la dernière version, après c'est un client mail, hein, mais non mais c'est sur le web. Ouais, je te parle le web. T'as Outlook, qui je crois est le plus utilisé aujourd'hui. On en parle. C'est Outlook, c'est pour ça. C'est Outlook. Moi j'aime bien courrier de base là, de Windows, ça fonctionne bien, je trouve. J'ai jamais utilisé. Jamais utilisé. J'ai une adresse en atotaxu.fr, donc pas le choix. Donc ça, tu peux l'ajouter à... Pardon, tu peux l'ajouter à Gmail, mais après, il vérifie pas assez rapidement les mails. C'est ils arrivent exactement, j'ai ce problème-là, ouais. Ok. Et donc Mozilla vient de fêter ses 25 ans, voilà, ça ne nous rajeunit pas. 25 déjà 25 ans. Eh ben. Ok. Je ne donnerai pas mon âge, c'est indécent. Bon alors, mais dans tous les cas, il y a un truc qui est important dans cette émission, c'est qu'il n'y a pas une seule émission possible sans qu'on parle de ChatGPT. Et pour ça, on a Amandine avec en plus une news qui, moi, déjà me fait marrer. Hein. Oui. Bon, je ne sais pas si c'est drôle ou pas, c'est à vous de juger maintenant. Si, c'est plutôt drôle. Puisqu'après avoir écrit des livres érotiques, triché à des examens, ChatGPT se met à écrire des faux avis sur Amazon. Il fallait bien que ça arrive. C'est tout ce qu'on aime. Une nouvelle corde à son arc. Oui, depuis quelques jours, les utilisateurs se servent de certains utilisateurs, attention, pas tout le monde, se servent de ChatGPT pour publier des faux avis sur Amazon. Alors, c'est pas un phénomène nouveau, puisque les faux avis sur Amazon, il y en a moult. Oui, dites-vous, mais à la sortie de mes études, j'ai une pote qui a été prise en stage de 2-3 mois. Tout son stage, ça a été de faire ça. Je l'ai croisée une fois dans la rue, elle m'a regardé avec des yeux vides, en genre, mais mec, je suis dans un truc de fou, je veux partir, quoi. Incroyable. Écoute, en tout cas, on a retrouvé plusieurs centaines d'avis postés pour des batteries portables, des chaussures, des manuels pour enfants même. Comment on a reconnu que c'était ChatGPT qui les avait écrits, à votre avis ? Au début du message, il y avait « Je suis une intelligence artificielle ». Alors, mais je pense que ce produit est absolument génial. Ne rigole pas, c'est exactement ça. Oh, tu es sérieux ? Non, incroyable. En fait, les avis étaient accompagnés d'une note de 5 étoiles avec quelque chose, avec un avis dithyrambique sur le produit. Le problème, c'est que ChatGPT, en fait, commençait tous ses avis par « En tant que langage de modèle de langage d'IA, je trouve ce produit vraiment bien. » C'est énorme. Ça, c'est gigantesque. Les mecs, ils ont utilisé l'API comme des gros porcs. Si tu veux, c'est clair. Allez, c'est parti. Il n'y a pas eu de relecture sur les trucs. Donc, bon, du coup, ça a été très facile de les voir. Alors après, peut-être qu'il y en a qui ont été plus réussis que d'autres. Et que du coup, on n'a pas spoté. Il va juste rajouter une petite string à son code enlève le début de la phrase, tout bêtement, et ce sera bon. Non, mais bien sûr, a priori, ça va arriver, les faux avis ChatGPT sur Amazon qui seront indétectables, ou en tout cas beaucoup moins facilement détectables qu'en tant que modèle de langage d'IA. Non, mais en quoi pourrons-nous croire dans un an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, Le monde est un mensonge. Titre.
Non mais vraiment formidable, c'est côte là, le monde est un mensonge. Mais non mais tu sais que c'est le titre d'un bouquin ou le titre d'un film ou un truc comme ça. Mais est-ce que le monde est un mensonge ou devient de plus en plus un mensonge? Parce que là, on peut rentrer dans un débat philosophique autour de ça. Ah mais on n'a pas attendu les IA pour ça. Est-ce que c'est de pire en pire? Enfin, là, quand on en attaque, bon, déjà Amazon, c'est peut-être pas l'exemple où il y a comme beaucoup de faux avis. Des choses, mais c'est ce que dit Otaxu, c'est-à-dire qu'on n'a pas attendu l'IA pour poster des faux avis. Déjà sur Amazon, donc je te parle même pas des faux avis écrits par des humains. Comme ta copine qui, a priori, a dû bien s'amuser pendant son stage. Il y a également, par exemple, beaucoup de faux avis qui sont écrits donc, par des salariés à l'autre bout du monde qui se contentent de débiter des avis 5 étoiles pour drastiquement changer en fait, la note d'un produit, puisque évidemment, ça change quelque chose sur le classement Amazon et sur la manière dont le produit va apparaître dans les recommandations. À l'époque, il y avait aussi certaines marques, il me semble que c'était Anker et quelques autres. Mais ils se sont fait avoir. Voilà, Anker s'est fait avoir. Qui s'étaient fait toper parce que en fait, ils proposaient à leurs clients des réductions, donc des bons d'achat, en fait, s'ils postaient des reviews 5 étoiles sur leurs produits, donc ce qui est illégal. Du coup, Amazon, pour le coup, a très rapidement réagi. C'est la CNBC en fait qui a mentionné ça, c'est-à-dire que Amazon, dès que l'entreprise s'est rendue compte de la supercherie, ils ont évidemment enlevé les faux avis qui étaient détectables et ils ont annoncé qu'ils avaient porté plainte. Voilà. Ou alors, tu prends... je pense qu'on a tous reçu autour de cette table des petits mails de genre hey, « je vous envoie mon produit si vous me faites une review 5 étoiles de ouf ». Ouais. Pas énormément. Par contre, ils tombent en spam la plupart du temps, donc tant mieux, tu vois. Mais, spam. Par contre, j'ai reçu il y a pas longtemps un spam, je monte à Otaxu, il est à côté de moi, si tu veux, pour un site qui te permet d'acheter des avis Instagram. Alors, à votre avis, 5000 views. Des avis Instagram. Alors, des views sur Instagram, mais tu as aussi des likes, des followers. Alors, par exemple, ça se faisait sur YouTube aussi au début. Ah oui, ça se faisait même déjà au début d'Instagram. Donc, 5000 followers Instagram, à votre avis. Et ben moi, je dis que c'est pas cher. On a dit 5000 followers, aujourd'hui, ça doit plus être cher aujourd'hui. 5000 Ouais. Il me semble que c'est genre 500 € ou un truc comme ça. Non, un peu c'est moins. 100 balles. Entre 150. 100 balles. Eh bien, écoute, là, c'est en promotion, c'est à 21,99 €. 21,99 €. Ça vaut le coup. C'est le moment de booster vos comptes. Tout ça pour dire que effectivement, c'est pas nouveau. Parce qu'en fait, il y a 10 ans, ils faisaient déjà ça. Ouais, bah oui. C'est aujourd'hui, ça vaut plus rien. C'est un business, c'est un gros business. Oui. Et pour le coup, il y a 10 ans, en plus, ça valait plus cher puisque les marques, enfin, c'était le début de l'influence et les marques se focalisaient beaucoup plus sur le nombre d'abonnés plutôt que sur le taux d'engagement. Et les gros comptes, par exemple, la première année d'Instagram, les gros comptes, c'était 5000 abonnés. C'était pas des gens qui avaient 1 million, 6 millions et tout. Tu avais 5000, 10 000 abonnés en France en 2013-2014, t'étais considéré un gros compte, tu vois. Donc ouais, c'était beaucoup plus efficace, je pense. Parce que moi, je connais des gens qui ont fait ça à l'époque, mais aujourd'hui, ça doit plus coûter grand-chose. Donc 21 balles. La preuve. C'est du délire. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu d'Autopod maintenant? Oui. Amandine, c'est encore des trucs à dire. Tu interviens quand tu veux. Mais je vois qu'on a le runner, le timing qui compte et j'en sens la régie qui m'envoie. Parce que vous ne savez pas, mais je suis relié avec un fil électrique à la cheville. Et au moment où au bout de 5 minutes, il commence avec du 12 volts. Et après, ils font monter la décharge électrique. Et c'est là. Si seulement mes Tu viens de leur donner une idée. Je viens de leur donner une idée. Donc, vas-y, Reza. Encore une petite info, encore une petite info podcast, j'ai envie de dire, parce que sur cette table, il y a plein de gens qui font du podcast. Dans le chat, il y a plein de gens qui écoutent du podcast. Plein. Dans le chat, il y a plein de gens qui écoutent cette émission en podcast et qui ne la regardent pas parce qu'ils n'ont pas envie de nous voir. Exactement, c'est mieux de pas nous voir, je pense. Faire un œuf. Voilà. Je le prends pas. Donc voilà, il y a un collègue sur le Discord qui m'a envoyé ça il y a quelques jours. Donc Autopod, c'est un logiciel via une IA qui s'installe en extension de Adobe Premiere. Et écoutez-moi bien. Donc, il me semble qu'il y avait déjà quelque chose qui existait comme ça, mais c'était pas une IA publique. C'était des gens qui avaient développé ça de leur côté. Cette IA va vous permettre d'identifier les pistes audio et les visages des gens sur la table. Et vous mettez un podcast de 2 heures. Et à chaque fois que quelqu'un prend la parole, ça met la caméra sur la personne qui prend la parole tout seul. Ça switch, c'est incroyable ça. Ça, c'est une dingue. Tu vas gagner 3 heures de montage sur une vidéo, sur un podcast de 2h30 où tu as 5 caméras, où on est assis à 5 dans le canapé à parler. C'est toute cette partie qui est pas dure au final, mais qui est juste chiante à faire parce que c'est long. C'est tout, c'est le cut. C'est ça. Donc tu mets la track audio 1 sur Pépé, track audio 2 sur Reza, track audio 3 sur Amandine, track audio 4 sur Otaxu, track audio 4 sur Captain. Boum, tu lances le bordel. 3 minutes plus tard, t'as fait 2 heures de montage. Waouh! Ça, c'est tuerie. 30 minutes plus tard, c'est un banger! Et c'est gratuit sur autopod.fm. Bien évidemment, nous, on va le récupérer ce week-end sur le Discord pour essayer ça entre nous. Mais ça a l'air d'être du bon.
Et moi qui me tourne en ce moment beaucoup vers le podcast, on commence à investir aussi dans plusieurs caméras, je me disais, putain, ça va être chiant à chaque fois, à la fin, il va falloir mettre la cam. Donc cet outil, il tombe littéralement au bon moment pour moi. Incroyable. En fait. Donc je recommande, on a regardé pas mal de vidéos dessus sur le sujet d'abord, avant d'en parler, avant de le mettre pour l'émission. On peut ça a cliquer l'air sur de fonctionner. Pricing, s'il vous plaît, je suis curieux de voir du coup, parce qu'on voit que c'est un essai gratuit. C'est ça, ouais, je suis curieux de voir le prix du coup sur le site. Il y a un essai gratuit sur autopod.fm, mais le prix d'abonnement, après, je le connais pas, j'ai pas regardé. Bah justement, il y avait marqué pricing, pour ça je voulais que ça clique On dessus, peut cliquer en régie, s'il vous plaît. En haut à droite, il y a marqué pricing. Pricing, en haut à droite de la page. Peut-être que nos alors, il y a viewers... une licence individuelle à $29 par mois qui inclut l'éditeur, le social clip creator, etc. Voilà. Ah, c'est franchement 30 balles par mois pour ça. Si par exemple tu fais un podcast par semaine, ouais, ça t'en fait 4. Hein. Vu le nombre d'heures que tu économises, tu sauvegardes 10 heures de montage, ouais. 30 euros, 30 euros, ça c'est va, rien. ouais. Tu gagnes, le fric que tu dépenses, tu le gagnes en temps. C'est-à-dire exactement. que si à chaque montage, tu gagnes 3 heures. Oui, ou juste embaucher un monteur. Ouais, oui, sinon. Ouais, moi, je suis pour les êtres humains, personnellement, hein, parce que là, c'était le début de la fin du début de la fin. Ce ne sera pas quelque chose qui peut suppléer un monteur. Non, parce qu'après, on va passer derrière, de toute façon, je pense. Oui, voilà, il faudra quand même exactement, c'est du cut. On est vraiment pas dans de la création. Non. Tu vois, quand on parlait d'IA, justement, on disait le problème, c'est pas de la créativité, c'est pas de la création. Ça, c'est un taf que je sais faire. Tu vois, ça, je sais faire, faut juste couper, en fait. Couper. Le seul truc, c'est que c'est long. Et en gros, là, t'achètes juste du temps, t'achètes pas de la créativité, t'achètes pas les compétences d'un monteur, t'achètes juste le temps de cut, en fait. Ben voilà, et c'est pas mal. C'était intéressant et moi je suis très content Oui. d'avoir vu ça parce que je trouve ça assez impressionnant. À chaque émission, on trouve des applications autour ChatGPT, de IA qui sont de plus en plus étourdissantes. Jusqu'où va-t-on aller ? On se le demande et cette émission sera là pour vous renseigner tous les jeudis, dans tous les cas, à partir de 16h. Et maintenant, on va vers un dossier intéressant. Je vois Otaxu qui trépigne, il a entièrement raison. Voici donc un jingle étonnant, messieurs, dames, qui annonce la couleur. Let's go. Un produit de fou, un produit d'un clairement, puisque comme je vous l'avais dit en intro, le sauveur, on va voir, j'ai pu aller chez Asus France prendre en main la ROG Ally. Pour rappel, la ROG Ally, c'est un concurrent du Steam Deck, on peut le dire, un PC/console portable avec un écran de 7 pouces en définition 1080p 120 Hz. C'est un écran IPS LCD, alors sachez déjà que pourquoi pas d'OLED ? Parce qu'il n'y a pas d'OLED à 120 Hz à cette taille. Donc c'était pas dispo pour Asus. Bon, ça, ils auraient pu peut-être éventuellement, mais ça aurait augmenté le prix probablement. Alors ce que je peux vous dire déjà, parce qu'on a pris évidemment des petites vidéos pour qu'on puisse vous montrer un peu le truc, c'est que la prise en main de la console est excellente. Globalement, c'est comme si tu prenais en main une manette de Xbox. Il y a pas de, c'est hyper naturel. Tu vois, les boutons sont placés au même endroit, les sticks sont bien asymétriques, etc. T'as pas ce que j'ai pas forcément surkiffé sur le Steam Deck, qui sont ces espèces de 2 pads tactiles là, qui sont pas forcément très utiles sur 98% des jeux au final, et vu que je suis pas un joueur de Civ, bof, on s'en fiche un petit peu. Donc ultra confortable, tout ce qui est stick, etc. Boutons de plutôt bonne qualité, sauf les L1 R1 que j'ai trouvé un petit peu cheap, hein. Ouais, un petit peu plastique, un petit peu, je sais pas. Mais en même temps, j'ai pris en main 5-10 minutes, donc voilà, on a enfin la console. Merci beaucoup. Et au dos, faut savoir que vous avez des touches M1, M2. Sauf que ces touches M1, M2, les palettes, non ? Ouais, elles sont. Alors en termes de placement, elles sont parfaites. Quand tu les prends en main, elles tombent sous ton doigt, donc celui-ci qui est le majeur. Tombe sous le majeur très simplement. Ouais, j'ai des problèmes avec les doigts. Sauf que elles ressortent énormément en fait. Donc quand tu l'as en main, sachant que c'est des touches de raccourci et que t'en as rien à foutre de ces raccourcis parce que tu les utilises pas, t'es un peu condamné à les avoir quoi qu'il arrive. Tu peux pas les désactiver ? Si, tu peux les désactiver. Mais pas l'enlever, c'est ça. Mais voilà, tu peux pas physiquement, tu les auras toujours en main. Bon, c'est un truc auquel on pourra s'habituer très facilement, surtout sur les infos qu'on a le droit encore de dire. Nous avons eu un bout de la fiche technique, à savoir qu'on a appris sur quel socle se basait ce produit. On est sur un Ryzen Z1 Extreme, c'est un socle 8 cœurs et 16 threads gravé en 4 nanomètres avec un GPU RDNA 3. Ça ne parle à personne, j'en ai bien conscience. Sauf que le souci, c'est que j'avais pas le droit ni de faire des benches, ni de parler des réglages. Ça fait super bizarre. Du coup, t'as chanté. Sauf que je peux feinter. Parce que oui, il y a eu des fuites avec des benches qui ont été faits sur ces puces-là. Oui. Et moi, je connais. C'est mon métier, mon bon monsieur. Donc, ce qu'on peut voir, ce
selon les fuites, je vais pas, pour une fois, je vais pas vous faire chier trop avec les chiffres. Vous pouvez aller sur mon YouTube pour ça. Ce qu'on peut voir, c'est que ça correspond plus ou moins à une GTX 1650 Max-Q, donc la version portable d'une 1650 Max-Q. En gros, ça se met entre une 1650 Max-Q et une 1650 Ti, tous les deux portables. Ça, concrètement, ça veut dire que la 1650 Max-Q, elle passe Doom Eternal en 1080p à 74 FPS en moyenne, sans utiliser le FSR ni quoi que ce soit. Ça, c'est vachement bien, mais comparé à la Steam Deck fait pareil. Exactement pareil. Mais en 800p. Ouais. Donc 2 fois moins de pixels. Donc quand Asus parle d'une console qui est bien 2 fois plus puissante que la Steam Deck, j'ai tendance à y croire. Sachant qu'en prenant en main déjà Cyberpunk sur l'événement, c'était ultra fluide, ultra beau, mais évidemment, moi, j'aime bien avoir des chiffres. Donc, j'ai essayé de mettre ça sur le point des chiffres. Donc, 2 fois plus puissante, ça, c'est possible. Et en plus, on est quand même sur un GPU RDNA 3. Ce qui veut dire que si vous avez bien suivi le JDH, il est possible qu'il profite du FSR 3. Donc, la technologie qui va normalement permettre de doubler le nombre de FPS par l'intelligence artificielle. Pour l'instant, on n'en sait pas grand-chose. Mais le FSR 3, il n'est pas encore sorti, non ? Il n'est pas encore sorti. Okay. Le seul truc qu'on sait plus ou moins, c'est qu'en fait, le FSR 3 a été présenté en même temps que les dernières générations de cartes graphiques, donc les RX 7000, ouais. Qui sont RDNA 3. Là, on est sur un GPU qui est RDNA 3 aussi. Donc, si c'est la même génération, on peut avoir bon espoir qu'il y ait le FSR 3. Quand je vous parlais de 74 FPS en moyenne en 1080p qui plus est, c'était sans utiliser le FSR. Ouais. Et on aura le FSR. Avec le FSR, on peut presque doubler. On prend 30-40 FPS au moins, on va dire. 30-40, on va dire, ouais. Clairement, on va pouvoir atteindre les 100 FPS. Donc, quand on avait vu l'annonce officielle en mode genre écran 120 Hz, etc., on disait pourquoi 120 Hz ? Bah pour ça, 120 Hz, ma gueule. Pour ça, 120 Hz. Autre chose que je peux vous dire, on n'a pas de chiffres précis, on ne peut pas vraiment mesurer, mais Asus nous a promis qu'en termes d'autonomie, on était plus ou moins kiff-kiff que le Steam Deck. Donc ça veut dire, sur un gros jeu full 3D, full patate, on est aux environs de 2 heures d'autonomie. Si on a un jeu indé, généralement, on était entre 5-6 heures, voire 7 heures d'usage. Moi, j'ai un petit espoir, du coup, on en parlait avec Reza, c'est que vu qu'on est sur un écran 1080 et que s'ils ont fait leur mesure d'autonomie, a priori c'est sur 1080, etc. 120 Hz, ouais. On sait qu'on peut régler la console en 720p, donc on peut potentiellement aussi retrouver à peu près la même puissance que le Steam Deck, mais du coup sur ce format-là, moi j'ai bon espoir qu'on ait du coup une meilleure autonomie. Batterie, ouais. Voilà, garder la même puissance que le Steam Deck, mais plus d'autonomie du coup. En interne, ce que je peux vous dire en termes de stockage, sachez qu'il n'y aura qu'un seul modèle en France. Le modèle français, du coup, aura le Z1 Extreme. Dans d'autres pays, il y a un Z1 classique qui a l'air plus ou moins aussi puissant qu'un Steam Deck, mais du coup, c'est moins intéressant. Là, on aura Z1 Extreme. Donc, je le rappelle, c'est 8 cœurs pour Thread, GPU RDNA 3. On aura un slot M2 2230 en interne avec 512 Go de stockage fourni, PCIe 4.0. Toute dernière vitesse de lecture et d'écriture, ça va booster, il n'y a pas de souci. Et on aura un slot micro SD UHS 2. Donc pareil, la top rapidité. Et ce que je peux vous dire, là encore officiellement, c'est le prix, évidemment. Ou du moins, la tranche de prix, l'information qu'on m'a laissé fournir, c'est que pour ce modèle unique en France, donc 512 Go de RAM, 512 Go de stockage, 16 Go de RAM, le prix sera de moins de 1000 €. Ok. En France, sachant que, rappelez-vous, je vous avais dit, ce sera 4 chiffres, lololo, machin. On se rappelle bien, figure-toi. Voilà. Alors, donc c'est assez bien placé par rapport au Steam Deck. C'est bien placé, ouais. Ça part Day One ici. Hein. Pour l'instant, alors oui, effectivement, on a eu, je vois un commentaire dans le chat qui dit que le prix USA a leak $700 pour la plus puissante hors taxe. Effectivement, il y a des petits leaks, je ne peux pas vraiment les commenter. N'oubliez pas juste un truc, par contre, c'est que quand on parle de prix américain, on parle de prix hors taxe. Donc, et accessoirement, le dollar n'est pas équivalent à l'euro, etc. etc. Donc en France, moi, je ne sais pas le prix, je ne peux pas vous dire. Tout ce que je sais, la seule information que j'ai, c'est que c'est un prix de moins de 1000 €. Si j'ai les yeux qui pétillent actuellement, c'est simplement parce que je suis un peu humide, oculairement parlant. Zoua. C'est le rhume des foins. C'est le rhume des foins, les lunettes, les lights, c'est terrible. Sachez au moins une chose, c'est qu'il y a une présentation officielle d'Asus qui est prévue le 11 mai à 16h
A priori, sur cette présentation, ça arrive très vite. Encore une chose, on devrait avoir le prix officiel, final, potentiellement à la date de sortie, etc. etc. Mais c'est du très très propre. Je vous invite du coup, parce que tristement les images sont pas forcément passées. Si vous voulez plus d'images de prise en main, etc., mettez des images vous pouvez aller sur youtube.com/otaksu. Voilà. Ce que c'est beau, c'est que c'est bien, c'est qu'en moi, c'est la 6e fois où tu le dis, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Il faut que tu mettes en exergue également ta petite chaîne YouTube d'amour. J'ai plus le choix aujourd'hui. Je sais ce que c'est que lancer sa chaîne YouTube et je pense que tu as raison d'en parler. Et on fera une vidéo sur ta chaîne YouTube. C'est impressionnant parce que tout à l'heure, on parlait justement de la Geekcaster, de la Rodecaster, de la Go XLR. Et malheureusement, Steam Deck se trouvait sur un marché un peu seul. Souvent, les gens comparaient la Steam Deck à la Switch parce que c'est portable. Mais non, en fait, là, on parle d'ordinateur. Enfin, c'est des consoles ordinateurs. C'est des moitié-moitié. Donc en vrai, moi, j'aime pas les comparer à la Switch ou la Switch. Déjà, c'est une console hybride. Mais où, si tu veux la comparer, à l'époque, tu parlais de la PSP, la DS et compagnie. Donc la Rogue, là, il va un peu s'installer, je veux dire, sur le segment de la Steam Deck pour de vrai. Totalement. De manière très agressive, de ce qu'on voit, avec un prix très agressif. Et comme tu le disais, si Full Power, elle tourne à 2 heures, bah, tu la mets en 60 FPS, tu le mets en 720p, normalement tu as même moyen de gratter 4h30 Et on peut voir là, d'ailleurs, parce qu'on parlait, déjà on peut voir un traître, un homme magnifique, notre loup d'amour. Non mais surtout on peut voir, tu parlais de console transformable, c'est vrai que j'ai oublié de le dire, la console a le port propriétaire, tristement XG Mobile, qui vous permet de brancher du coup ces cartes graphiques externes. Là on est sur une 4090 notamment. C'est plus le même prix. Dont JK nous a fait la présence. Aussi, c'est Windows. Ça veut dire que c'est Windows 11. Tu as le launcher Xbox avec tous les jeux Xbox qui fonctionnent sur PC. Tu as le launcher Steam avec tous les jeux qui fonctionnent sur Steam. Tu as GOG, tu as Epic Games. Donc Valorant, tu as Genshin Impact. En fait, c'est un PC Windows. Tu as accès à tous les jeux PC. Il n'y a aucune limitation. C'est ça. Du tout. Si ce n'est la puissance. Plus l'émulation, pour ceux qui disent l'émulation. Si tu veux, tu as l'émulation en plus. Sauf que, voilà, quoi. Et c'est là où c'est un problème aussi pour ce produit-là. Le SteamOS est un OS qui a été clairement fait pour être contrôlé juste à la manette. Windows, pas du tout. Donc ça va pas être aussi propre, aussi fluide pour les néophytes, pour le grand public à prendre en main. Là, on peut voir, c'est le Windows pur. Asus y a pensé, donc du coup, vous voyez, moi je contrôle la souris avec la gâchette de droite. Je clique avec R1, avec R2, et il y a l'écran tactile qui vous permet de bouger. Sans ça, ça aurait été une cata. Le truc, c'est que Windows, quand on joue, il y a toujours un moment ou un autre, on va devoir cliquer sur un pop-up. Et ça, c'est un problème. Faut virer les notifs. Mais non, mais même sans ça, quand tu installes un jeu sur Steam, par exemple, tu as le suivant, DirectX Runtime, machin, etc., pop-up. Et ça, c'est un truc qu'une interface ne peut pas gérer, une interface Windows ne peut pas gérer. Je vous en avais parlé quand j'avais fait le gros dossier sur transformer un PC en console, et c'était un des problèmes. On va retrouver exactement ces problèmes-là tant que Microsoft ne développe pas une interface qui est dédiée au full gamepad, en fait. Alors que SteamOS a ça. C'est une super intro au dossier qui va suivre, parce qu'on a un gros dossier justement dont on va mettre un jingle absolument gigantesque. Je vais de parler un petit peu ensemble comme ça. On envoie le jingle du dossier. Vous allez voir, c'est formidable. Non, mais c'est formidable parce qu'il faut qu'on parle de ces choses-là. Les consoles de jeux PC portables, est-ce l'avenir des consoles portables? On a un débat entre nous, avec vous en même temps, parce qu'on va parler de AMD, on va faire une rétrospective en même temps avec Alienware, avec des tas de choses. Et donc, je pense qu'autour de cette table, nous avons des spécialistes de ça et que ça va être absolument délicieux. Bah oui, parce que moi, en fait, avant même qu'on parle de tout ça, je voulais rappeler un petit peu l'histoire de ces consoles-là, parce que quelque part, ça fait un an qu'on a l'impression que c'est Steam Deck qui a créé le marché, alors que pas du tout. Mais alors vraiment pas. Pour vous faire du coup un petit historique, non mais juste voilà, pour que l'histoire soit connue. Fais-toi plaisir. Voilà, tout bêtement. Sachez qu'il y a eu beaucoup d'acteurs sur le marché, mais un qui s'est fait vraiment connaître en 2015 avec un produit sorti ensuite en 2016, c'est GPD, avec la GPD Win. GPD, pour info, c'était un constructeur chinois évidemment, c'est Gamepad, je sais plus trop quoi le nom entier, qui s'est plus ou moins inspiré de la DS pour faire des consoles généralement sous Android ou du moins en processeur ARM. Et à un moment ils se sont dit on va en faire un sous Windows, d'où GPD Win. Alors sachez que là c'est une prise en main qu'on peut voir sur Linus Tech Tips du coup, parce que c'est un des rares qui l'avait couvert à l'époque. Mais sachez que là, le processeur à l'intérieur, c'est un Intel Atom. Si vous vous souvenez plus de ce que c'est, ne vous inquiétez pas, je ne vous le remémorerai pas parce que ça fait mal. Quel enfer c'était. Globalement, c'était les processeurs que vous aviez dans les IPC. Je ne sais pas si vous vous souvenez, les petits notebooks là, de 7 ou 8 pouces. Ces processeurs-là. Je me souviens de ça. C'était une cata. Des choses dans le déni. Quoi. Mais tout ça pour vous dire que PC, en gros. Ce produit-là qui a été pas mal plébiscité chez les gros nerds comme moi, hein, évidemment, qu'on pouvait voir notamment sur les
ah merde, la GDQ ou les trucs comme ça, t'avais des gars qui jouaient en émulation dessus. C'était quand même 2016, hein. Soit il y a maintenant, j'ai pas envie de faire le calcul parce qu'après je vais me sentir vieux. Après la Win, il y a eu la Win 2, la Win 3, etc. Il y a un gros point qu'il faut effectivement marquer, et tu l'as dit Reza, c'est la sortie de la Switch en mars 2017, parce que ça a clairement inspiré les créateurs de PC. Mais le premier que j'ai vu être inspiré, c'était Alienware. Alienware, qui était début 2020, m'avait convié à New York, juste avant pendant la période du CES 2020, pour me présenter l'Alienware Concept UFO. Les mecs étaient sur le marché avant tout le monde. Mortal Kombat. Ça ressemble à une Switch. Et il faisait la démo avec Mortal Kombat 11. C'est juste qu'on peut enlever les joysticks. Voilà, c'est vrai. Alors, si on descend là sur c'est particulièrement apparent sur la deuxième image de l'article, ne vous inquiétez pas. Mais c'était clairement une copie de la Switch version PC. Il n'y a pas de Mais il manque un des deux en rouge et voilà. C'est jamais sorti ? Ça n'est jamais sorti. C'était un produit concept présenté. Alors je vous dis ça, c'était janvier ou février 2020. Donc vraiment, ils auraient pu être complètement au devant de toutes ces choses. On était là c'est de mémoire, mais on était uniquement sur une architecture Intel. En vrai, ce qui va vraiment booster ce marché, c'est les nouveaux APU AMD, qui sont sous RDNA 1 et 2. Rappelez-vous que RDNA 2, c'est l'architecture qui propulse PS5, Xbox. AMD est un énorme ponte des marchés des consoles. C'est quasiment le seul acteur, si ce n'est Nvidia, qui propulse la Switch. Et on va y revenir là-dessus d'ailleurs. Mais voilà. Depuis que la génération RDNA est sortie, en fait, les gens ont fait « Ah, mais c'est possible de faire un format de PC console portable ». Et surtout, je pense que la Switch a convaincu que la diagonale 7 pouces, les gens en voulaient. Alors qu'auparavant, on voyait quand même des appareils petits qui pouvaient être dans une poche. Prise en main. Les Lilliputiens avant, c'était... Alors que, vu que tout le monde a fait « Ah la Switch c'est un très bon format », les constructeurs PC ont fait « Attends, je peux mettre un PC dans ce format-là, moi ». Donc ils ont commencé à bouger le truc. En 2021, on a eu Aya Neo. Aya Neo, je vous ai fait de multiples tests sur le JDH, notamment du Aya Neo Next et l'Aya Neo R. Aya Neo, ça a été un des premiers à se lancer sur un Kickstarter ou équivalent, bref, le crowdfunding, avec une architecture RDNA 1. Voilà. Globalement, c'était plus ou moins les premiers sur le marché. Il n'y a pas grand-chose à retenir de ces premières consoles-là. Ces consoles-là C'était pas donné, non ? Avant de parler prix, on va mettre un deuxième acteur qui était One X Player, qui suit de très près dans la même année. Sachant que généralement, en fait, c'est des petites boîtes chinoises qui faisaient des mini-PC ou des trucs comme ça, qui se sont lancés sur ce marché-là. One X Player et Aya Neo, c'est des prix qui dépassent les 1000. Voilà, évidemment, genre 1002, 1003, 1004. Ça, c'est la One X Player que vous voyez. Pourquoi ? Parce que tout simplement, en fait, ces acteurs chinois ont la possibilité, vu qu'ils sont à Shenzhen, etc., de récupérer les puces à même la fonderie tranquillement, les mettre dans leur processeur, et surtout à ne pas faire de commandes de gros, en fait. Donc, ils peuvent faire des petites productions, des petits runs. Ils ont évolué petit à petit jusqu'à atteindre, là, je crois qu'il y a le One X Player 2 qui est disponible. L'Aya Neo, littéralement cette semaine, ils ont annoncé l'Aya Neo 2S, etc., etc. Sauf que, évidemment, 2022, Steam Deck. Et alors là, c'est révolution, et c'est révolution non pas parce qu'il crée le marché, c'est faux, comme vous le voyez, mais parce qu'il crée l'envie, en fait. Tout bêtement. Il y a l'OS, mais il y a surtout l'envie, l'accessibilité d'une, et aussi le fait que ce soit un acteur qui est mondial, connu de tous, Steam, respecté. Ouais. Tout le monde connaît Steam. Tout bêtement, Steam. Alors que tu parles de « Ah, tu connais Aya Neo, One X Player ou GPD », c'est un petit peu plus compliqué déjà, tout bêtement, à faire confiance. Puis le SAV, c'est pas exactement le même. Donc voilà, qui dit Steam Deck dit du coup des prix ahurissants. Je crois que c'est 419 € la version le prix de départ, giga, le prix de départ. Ça finit à 600 et quelques, je crois. La plus haute est à 629 ou un truc comme ça. Enfin, j'avoue, j'aurais dû checker les prix, mais j'étais là, bon, c'est pas cher, on s'en fout. Voilà. Mais voilà, tout ça pour dire que tout à coup, ça devient ultra accessible et c'est ce qui va frapper les gens. C'est le carton, ça démarre à 419 € effectivement. C'est le carton, comme on le sait. Là, ça fait 1 an que la console est sortie. On est à plus d'1 million d'unités vendues. C'est un vrai succès. La version 512 Go, qui du coup serait le principal rival de la ROG Ally, est à 679 € en France, pour info. Et on a la ROG Ally qui vient d'arriver en 2023. Mais comme je vous l'ai dit, ce marché ne s'arrête pas là, parce que Aya Neo, clairement, cette semaine, juste pour vous dire un truc qui m'a fait énormément marrer, il venait de sortir la Aya Neo 2,
avec une architecture 6000. Et en voyant le ROG Ally être annoncé cette semaine, ils ont fait une conférence en disant en fait, tous les modèles 6000, on va upgrader en modèle dans la génération 7000 gratos. Renvoyez, il n'y a pas de souci. Vous inquiétez pas, les frères, pas de problème. On est là pour vous, etc., etc. On a également, et ça c'est intéressant, la GPD Win 4 qui se prépare. Si je ne m'abuse, c'est 3 ou 4, je ne sais plus vraiment. Les rumeurs parlent effectivement aussi d'une console qui serait sur cette fameuse architecture 7000, cette génération 7000 avec RDNA 3, etc., etc. On parle d'un prix de $799 aussi, a priori sur cette console. Donc globalement, il y a un marché, il y a déjà au moins 5-6 acteurs. Moi, c'est la question que je vous pose, c'est est-ce que c'est une mode ou c'est une catégorie qui va durer ? Est-ce qu'il faut acheter ces produits ? Il y a un sondage qu'on peut lancer. Est-ce qu'en effet, actuellement, acheter un PC console portable, c'est quelque chose qui... Je dirais que ça dépend beaucoup de l'utilisation que tu fais. Qu'est-ce qu'en pensent les gens qui nous regardent ? Si tu joues beaucoup sur Steam, si tu joues beaucoup sur, effectivement, là dans le cas, sur le Game Pass, etc., ouais, c'est vachement intéressant. Et si tu es en mobilité. Après, je sais que personnellement, tu joues en mobilité, dans mon cas, ou chez toi ? Alors, moi, je joue pas en mobilité. Par contre, je préfère jouer chez moi tranquillement dans mon lit sur la Switch ou sur la Steam Deck. Ben voilà. Si j'adore le cloud, c'est pour ça. Hein. Voilà. Je suis pas surpris. Non, par contre, il y a vraiment autre chose pour la Steam Deck, c'est que personnellement, je trouve que le fait de le portage, tu sais, de Steam en Wi-Fi sur le téléviseur, il est... le Steam Link. Ouais, exactement. Je le trouve daubé. Et vraiment, ce que je trouve pratique, c'est par contre de pouvoir directement jouer sur ta télé aussi si tu as envie. C'est l'avantage du Steam Deck aussi, c'est que c'est un PC, donc tu branches juste un câble HDMI avec ça, je trouve ça hyper pratique. En fait, je trouve que les deux usages c'est un avantage sont de hyper cette pratiques. catégorie de produits, en fait, tout bêtement, c'est que vu que ça reste des PC, ça reste aussi libre d'usage qu'un PC finalement. Donc t'en fais un peu ce que tu veux. Alors que la Switch, évidemment, t'es un peu limité, quoi. Donc voilà, c'est un débat intéressant. J'attends le résultat du sondage parce que c'est vrai que même autour de moi, j'ai beaucoup de potes qui ont un Steam Deck, qui sont contents. Non, à 54% quand même. C'est assez partagé quand même. Hein. Ça reste presque c'est normal. Et même, je trouve quand même qu'on a quand même beaucoup plus de oui que ce à quoi je m'attendais. Parce que autant ça va devenir une catégorie, je pense. Moi, personnellement, je pense pas que ce soit juste une hype, mais autant ça reste un produit niche. Et il faut pas avoir peur de le dire. Et c'est pas un problème. C'est super pratique. Et c'est pas un problème, tu vois. Ça dépend de l'usage que tu as. Exactement. On va parler d'utilisation. Otaxu qui disait qu'il était très cloud. Là, Amandine qui disait qu'elle voulait jouer dans le lit. Et moi qui suis personnellement un joueur qui joue quasiment jamais en mobile. Donc tu me diras pourquoi tu veux ça, parce que je travaille aussi du coup dans le milieu de l'événementiel, du jeu vidéo, je travaille en convention, et avoir un PC aussi transportable, c'est très efficace pour moi en fait. Super confort. Parce que tu vois, la Steam Deck aussi est très bonne, mais très rapidement, la Steam Deck, sur certains jeux, je me suis retrouvé assez limité. Sur des jeux de combat comme Tekken 7, où je voulais vraiment le faire tourner en 60 FPS, il y avait déjà des problèmes. Je dis, bon, si sur Tekken 7, on a déjà des problèmes, c'est un jeu de 2017 hors sortie arcade, ça va être compliqué pour la suite. Et du coup, quand justement Otaxu avait parlé de la ROG Ally qui faisait un peu plus en termes de compétences, moi directement, ça va m'intéresser, parce qu'à partir de ce moment-là, si elle peut faire tourner tous les jeux dont j'ai besoin en événementiel, tournoi de jeux de combat ou en convention, manga, pop, culture, où je ramène mon matériel, déjà, ça va être du bon. Et de deux, comme je me déplace beaucoup aussi pour les déplacements. Donc en vrai, c'est une question d'utilisation. Le produit reste niche, mais c'est super cool d'avoir une proposition qui arrive aussi rapidement avec 6 acteurs contrer la Steam Deck, tu vois. Avec déjà 6 acteurs différents qui sont présents. Et je pense qu'on va pas s'arrêter, parce que là, en fait, ce qui est marquant finalement avec la ROG Ally pour moi, c'est qu'un autre immense acteur arrive sur le marché. Mais je pense que c'est pas le premier, ce sera pas le dernier. En vrai. Justement, on voyait, je vous avais montré la Alienware Concept UFO pour ça, c'est que je pense qu'au moment où la Switch est sortie, tous les secteurs R&D de tous les trucs gaming ont fait tu me crées un truc un peu comme ça, puis on verra si on sort ou pas. Et pendant très très longtemps, tout le monde s'est dit on sort pas, il y a pas de marché, c'est pas ouf. Jusqu'à ce que Valve se dise non, moi je le fais, j'en ai rien à faire, je le tente, il y a pas de souci. 1 million après, et toutes les marques sont oh putain, ressort le concept là, il était pas mal quand même, tu vois. Et le résultat est là, on a une belle offre. Il y a une belle offre déjà, et je trouve qu'il y avait quelque chose d'intéressant dans la philosophie qu'avait pris Asus quand ils me l'ont présenté justement, parce qu'ils me parlaient un peu des ambitions du projet. C'est que en fait c'est un produit qui se place pour eux sur un carcan manquant de leur proposition gaming, où ils ont évidemment les gros PC, les périphériques, etc. Ils ont les tours, ils ont les PC gamers, et ils ont les phones. Et il leur manquait l'étape. Voilà, le chaînon manquant. Et je pense que ça va pas être le seul acteur qui va y réfléchir. Notez que, je vous le dis depuis des plombs, mais SteamOS, c'est aussi l'idée était que tout le monde puisse accéder à SteamOS au bout d'un moment.
Donc il sera aussi potentiellement possible de faire des dual boot, Windows, SteamOS, comme on peut le faire sur le Steam Deck actuellement, ou des trucs comme ça. Donc c'est aussi tous les avantages du PC, t'en fais ce que tu veux. Ça, c'est une très bonne chose et je te propose de garder la main parce qu'il y a une chronique qui est importante ici, que toi seul maîtrises dans l'univers connu. Il s'agit tout à fait de décryptage. Et le décryptage, c'est un truc super important. Et ça va intéresser vraiment les gens qui nous regardent, ce décryptage. Let's go for the jingle of the decryptage. Vous l'entendez du matin au soir. Ici, notamment au stream, on parle souvent de ray tracing. Et nota bene, on en a parlé beaucoup au JDH avec Nvidia, qui nous en parlait également, les acteurs de l'industrie qui nous en parlaient également, et maintenant on a Otaksu qui nous en parlait également. Mais pour vous l'expliquer, parce que oui, pour parler du ray tracing, déjà, on va d'abord parler du fonctionnement physique de la lumière en tant que telle. Au départ, on parle d'une source lumineuse qui envoie ses rayons, tout bêtement, la plus connue reste le soleil, mais prenons l'exemple des lampes dans notre studio, justement. Les rayons de ces lampes atteignent plus ou moins tous les objets et toutes les personnes. Selon l'angle et la manière dont ils réfléchissent la lumière, ces objets et ces personnes, on va créer de nombreuses teintes et ombres qui sont ensuite capturées par les caméras dans notre studio. Ça, c'est juste la lumière, c'est classique. Le ray tracing, c'est une technique d'affichage qui permet d'imiter ce comportement naturel. Mais plutôt que de partir de la source lumineuse, qui serait beaucoup trop gourmand en énergie, on part cette fois-ci du point de vue de l'observateur de la scène. Toi là, cette caméra, ou alors cette caméra juste ici. Vous voyez, une caméra. Alors, dans l'exemple de la production du JDH, dont l'équipe technique est la meilleure du web, ne l'oublions pas, ou dans tous les jeux vidéo ever, on va donc partir de la caméra. Comme je vous le disais, celle-ci va se mettre à tracer des rayons jusqu'à interagir avec des éléments. Par exemple, on va dire ma peau. De ma peau, d'autres rayons seront tracés de la caméra à ma peau, et de ma peau vers tout plein d'autres choses. Ces rayons, en fait, ils vont créer des relations de cause à effet. De ma peau, on va arriver au bureau qui réfléchit à 50% la lumière, qui va ensuite arriver au spot qui est présent en haut, tout ce genre de choses. Et du coup, à partir de ces rayons-là, on va aussi déduire des choses. Par exemple, on va déduire à partir d'un rayon qui va traverser mon sublime t-shirt du meilleur groupe du monde, que finalement, ça va bloquer 100% de la lumière parce que c'est du noir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une ombre derrière moi. Tout bêtement, il y a des logiques comme ça. Mais l'avantage de réfléchir en partant à partir de la caméra plutôt que de partir des sources de lumière, c'est qu'on ne calcule pas ce qui est affiché en dehors du point de vue de l'observateur. Ce qui veut dire que quand on sort du cadre, c'est pas calculé, ça ménage un peu l'ordinateur, ça fait plaisir, tout simplement. Donc cette technique, par contre, elle a de nombreux avantages et inconvénients. Dans les avantages, on pourra citer le fait de créer un rendu qui est plus naturel, de la lumière, mais aussi de ménager les développeurs, parce que du coup, ils n'ont pas à créer les cartes d'ombre et de réflexion qui simulent ça habituellement pour chaque rendu qui est fait pour les jeux. Mais de l'autre, cette technique, elle complexifie aussi la création des objets 3D, puisque leurs propriétés physiques, elles doivent être parfaitement déterminées en termes de luminosité, de réflectance, de capture de la lumière. Une logique de vision. Il y a une logique physique, tout bêtement, qu'ils doivent intégrer maintenant. Donc ça complexifie aussi la création pour obtenir un bon rendu final. Voilà. Et c'est extrêmement utilisé. Et c'est même la clé, parce qu'on a assisté, nous ici, parce qu'on est un peu à la bourre, je ne vais pas faire longtemps, on a assisté, nous ici, entre guillemets, à la naissance du truc. Ouais. On a vu les avantages en temps réel, c'est-à-dire qu'on nous les a expliqués, on les a montrés physiquement, et tous les gens ici qui travaillent avec nous et dans les plateaux, on dit « Ah bah alors là, on tient un truc », parce que le moment où on fait quelque chose et on regarde le truc, on dit « on tient un truc ». C'est pas tout le temps dans l'industrie, on peut dire qu'on a quelque chose qui se rapproche d'une vision humaine, qui se rapproche avec les vrais effets de réflexion, des trucs comme ça. Et moi, j'ai vu des images qui étaient étonnantes. Et qui a accessoirement un vrai impact positif dans la création, parce qu'en fait, ce dont on se rend pas compte, c'est qu'il y a tout ce délire d'ombre, etc., normalement on simule, mais ça veut aussi dire que quand on modifie une scène, on n'a pas à refaire tous ces trucs-là, en fait. Donc c'est un gain de temps incroyable. Tu as juste à penser finalement à ta scène, comment elle est logique, comme elle pourrait l'être dans le monde réel, en fait. Ça. Et ça va te faciliter le processus de création, un truc de ouf. Par contre, c'est vrai que aujourd'hui, c'est une technologie de pointe. Il n'y a pas tout le monde qui en a accès, il n'y a pas tout le monde qui en a besoin non plus, notamment mes jeux préférés, j'en ai rien à faire qui soit dans le truc, parce que c'est des jeux japonais. Le principe de l'esthétique japonaise, c'est de ne pas respecter les ombres et les lumières naturelles, donc ça ne servait à rien sur Guilty Gear, quoi, tu vois. Mais c'est une technologie qui est clairement
hyper intéressante et qui va clairement exploser. Hein. Mais je lui vois un avenir d'enfer, moi. Depuis le début, j'ai vu le truc. Là, on tient quelque chose. Les ombres et lumières, de cette façon-là, ça n'avait jamais été fait. Merci Otaku, une fois plus, on a tout compris. C'est dingue. Mais t'es comme ça, je veux dire. Je m'en vois ravi. C'est compliqué. Non, mais c'est incroyable. Alors, ce qui est incroyable, c'est qu'on a un petit test. On a juste le temps de le faire. Et puis, si vous voulez intervenir pendant ce test, parce que c'est un test, on a découvert. Allez, on y va. Jingle, les petits loulous d'amour dans la régie. Je pense qu'on a peut-être testé le meilleur téléviseur gaming qui existe actuellement sur le marché. Rien que ça. La vidéo de dimanche. La vidéo de dimanche dernier. J'ai regardé. Alors nous, on avait vu des trucs débarquer, on disait oh là là, on va faire. Tous les constructeurs veulent faire des trucs pour le gaming parce qu'en effet, comme tu le disais, comme on a fait tout à l'heure pour les gens qui prendraient cette émission en cours de route, il y a de plus en plus de gens qui font du gaming, des gens de plus de 50 ans aussi qui sont présents et majoritairement, c'est vraiment, on sait que le gaming c'est le sport national. La France est très bien placée et les fabricants savent très très bien que les gamers cherchent également à utiliser leur téléviseur pour que ça avance. Il est hors de question d'avoir une bécane qui traîne avec une latence et machin et trucs. Les gens en peuvent plus ça, ils veulent acheter quitte à le payer 2000 €, 3000 €, ils veulent que ça avance. Et on a trouvé un téléviseur qui avait aux mesures les meilleures caractéristiques possibles actuellement sur le marché. C'est-à-dire ce modèle dont je vais vous parler, nous n'avons jamais mesuré ça depuis qu'on teste des téléviseurs. Numéro 1, c'est le LG G3. En effet, la vidéo sur la chaîne. Smartphone, ouais, je connais. Non, oui, en effet. Et tu as raison. Il y a un smartphone qui s'appelle comme ça. Si vous tapez LG G3, vous avez sur un smartphone qui date... Ils veulent vraiment faire oublier leur smartphone. Qui date de mes cheveux. Autant vous dire un petit peu, le truc, c'est les grottes de Lascaux. Les mecs deviennent fous. Donc, il s'appelle le LG G3. Alors, on va d'abord mettre une petite vidéo qui va expliquer pourquoi est-ce que d'abord le produit est un des plus lumineux au monde. Ça peut aider également au gaming, dans le sens où on n'est pas en train de chercher à l'intérieur de ce qu'on joue, quoi. Et il s'agit en effet de faire évoluer la technologie OLED en installant ce qu'on appelle des micro-lentilles. C'est-à-dire qu'on a la dalle OLED, mais on dit voilà, c'est pas assez lumineux, qu'est-ce qu'on peut mettre devant? Donc, on a mis des micro-lentilles qui vont se placer devant avec un système qu'on appelle Meta, donc c'est un algorithme derrière. Regardez les mémères, on en a déjà parlé ici. Regarde, il y a 5000 micro-lentilles par pixel. Vous entendez bien la phrase. C'est-à-dire chaque pixel a 5000 micro-lentilles qui sont devant, qui sont des micro-lentilles qui permettent d'éviter la diffraction de la lumière. C'est-à-dire que même quand on voit de la lumière, ça s'en va à l'intérieur du système, ça va de tous les côtés. Là, on canalise la lumière. On concentre la lumière, tout à fait. Pas quelque chose de convexe. Il peut y en avoir sur un 217 pouces, 42 milliards. Ils en placent sur des dalles 40. Alors là, ça permet de booster de la lumière sans avoir à booster la dalle OLED. Parce que quand on pousse une dalle OLED, qu'est-ce qui peut se passer? C'est qu'elle peut marquer. Et justement, c'est ce qu'on essaye d'éviter, c'est-à-dire on ne va pas mettre trop fort parce qu'autrement ça va marquer de tous les côtés. Donc là, sans avoir à pousser la dalle, on a mis ça par-dessus, ce qui fait qu'il y a une clarté maximale qui va servir au cinéma, qui va servir au gaming. C'est quelque chose de très très vibrant. Quand on voit le téléviseur la première fois, on le met en route, on dit tiens, il se passe un truc. Mais ça me fait une petite frayeur, parce que du coup c'est plus épais. Est-ce que potentiellement la dalle chauffe plus? Elle chauffe pas plus parce qu'elle refroidit. Okay. Sur le G3, ils ont mis des plaques de refroidissement derrière parce qu'il faut éviter. Aussi, parce qu'il faut savoir quand on crée de la lumière avec de l'OLED, c'est de l'organique, et la création de la lumière fait chauffer. C'est une chauffe en même temps. Et donc il y a au niveau de la consommation d'énergie, et ben justement la dalle ne bouge pas, donc on gagne consommation d'énergie parce qu'en plus c'est le plus économe qu'on ait jamais mesuré. Donc on a un téléviseur qui est Ultra HD 4K, qui a 4 ports HDMI 2.1 pour les gamers qui veulent aller très vite. Pour toutes les consoles, qui fait du 120 Hz en Dolby Vision. Pas de DisplayPort? Il n'y a aucun DisplayPort sur les téléviseurs, c'est pas dans le cahier des charges. Ouais, je sais, mais il faudrait qu'ils s'ouvrent. Il n'y a pas de cahier des charges avec le DisplayPort pour le moment. Je suis désolé, mon petit Otaku d'amour, c'est comme ça, c'est l'industrie qui a décidé qu'il y avait les moniteurs et les téléviseurs. Et le truc, donc 4 ports HDMI 2.1 plein pot, 48 Go, avec donc HDR, Dolby Vision en gaming jusqu'à 120 images par seconde. Ça fait que c'est l'LG est la seule marque aujourd'hui à faire du Dolby Vision en 120 images par seconde. Il n'y en a pas d'autres. Ils ne sont pas encore sur les autres. Alors on va parler un petit peu à des tarifs après. Donc c'est un produit qui a également le Dolby Atmos apport, qui peut être placé au sol ou bien sur un mur, parce qu'il est modèle galerie, 2,5 cm plaqué sur un mur, avec un téléviseur extrêmement fin, qui est donc étonnant. On peut mettre une rigole et tout pour le placer. Alors les tarifs sont un peu olé olé. On va qu'on parle des mesures. 55 pouces, ça commence à 2 700 €. Psych.
Donc voilà le problème. La gamme G, elle se place où par rapport à la C? C'est la plus haute, c'est la plus haute qui existe dans la profession, c'est-à-dire qu'il n'y a pas au-dessus de G, c'est-à-dire que c'est le modèle galerie. Ouais. Donc les galeries, c'est le flagship, c'est le truc où ils mettent tout dessus, et la gamme C maintenant est séparée justement chez LG. La gamme C exploite le système qui n'est pas celui-là, et la gamme G, hop, c'est le truc au-dessus. C'est-à-dire que là, ils ont voulu, entre guillemets, je vais être vulgaire, faire chier un petit peu le QD OLED en face, et dire voilà, regardez, nous on est LG, King Kong dans la forêt, et ils ont voulu montrer un petit peu qu'ils étaient capables de faire un truc. Donc 65 pouces, 3 600 €, 77 pouces, 5 000 €, et au-dessus, c'est pas la dalle MLA en 83 pouces, c'est la dalle classique. Donc on a mesuré sur ce produit, mesure à la pluie avec une sonde. On a mesuré en mode normal, donc pas mode vivide. Là, je suis dans la pièce qui est au fou, vous la connaissez, c'est le studio. Ça va, tu vas mettre des lunettes après. Et regardez un petit peu, je me fais éclairer uniquement par le téléviseur OLED qui est réputé pour ne pas avoir beaucoup de luminosité. Là, c'est le début de l'illumination. Là, la dalle est à 50%. L'image va grandir. Je ne tiens même plus devant. Je vais être obligé de mettre mes lunettes devant un téléviseur OLED. Ça n'est jamais arrivé depuis l'existence de l'OLED. C'est-à-dire que personne n'avait jamais réussi à dépasser une certaine quantité de lumière qui était de 900 à 1000 lumens en mode vivide. Là, mode classique, filmmaker, 1430 lumens, ça fait qu'il dépasse 90% des téléviseurs LCD du marché sans aucun artifice. C'est-à-dire que c'est le produit le plus... Et ce qu'il y a de fou, c'est que les micro-lens n'empêchent absolument pas le contraste, puisqu'en effet, la dalle ne change pas. Les micro-lens ne sont activés quand la lumière passe. Il va la concentrer, il va éviter la diffraction, la dispersion, et va envoyer la lumière. Tous les gens qui l'ont vu ici, parce qu'il y a Rizzo qui est allé jouer, et tous les gens qui l'ont vu étaient sidérés par la présence d'une image qu'on n'avait jamais vue sur un téléviseur OLED, depuis l'existence de l'OLED. Donc maintenant, la suite, c'est en effet d'autres marques en face comme Samsung qui travaillent sur le... Regardez le gaming. Gran Turismo. Regardez le Gran Turismo, tu as pu le voir peut-être en 4K quand tu as regardé les vidéos, parce que ces images-là existent sur ma chaîne en 4K. L'effet de présence, la précision des lettres, parce qu'en même temps, quand tu pousses la lumière, tu as tout ce qui est écrit, qui se voit vachement bien, parce que c'est des lettres blanches. Donc tu peux voir les détails, tu gardes le noir, tu gardes tout, et tu peux voir vachement les détails de tout ce qui est écrit à l'écran, parce que ça pousse derrière, sans qu'il y ait un effet de chaleur, puisqu'en effet la dalle n'est pas plus puissante, elle est juste boostée. Regarde un peu la luminosité, regarde le truc, comment c'est vibrant. Et on a mesuré une consommation électrique qui est inférieure au modèle classique, c'est-à-dire qui est à 55 watts, sur une heure, alors que les modèles sont à 60 watts en général, alors que le modèle est à 1400 lumens. Donc ces micro-lentilles qui sont des boosts, pour le moment, c'est plein succès. Est-ce que ça provoque pas... Dans ma tête, je me dis peut-être que ça pourrait provoquer un petit peu de ghosting ou un peu de bleed. La réponse est oui, c'est dans la vidéo également. Le seul problème, c'est que sur certains points, où on met par exemple un écran noir, tu mets un trait blanc au milieu, très léger, tu t'aperçois en t'approchant qu'il y a malgré tout un petit écho du blanc sur le noir. Mais le noir n'est pas touché. Le noir reste violent. Mais au moment où tu vois ce petit truc, si tu t'approches, parce que notre rôle c'est de s'approcher, on s'aperçoit qu'en poussant beaucoup, il y a tellement un boost derrière qu'il peut y avoir, sur certains points, ce ghosting qui ne se retrouve pas sur le ratio de contraste général de la dalle. Mais tu as bien vu le truc. Donc pour le moment, nous, on n'a jamais vu ça. En gaming, on a mesuré une latence qui n'avait été jamais mesurée sur un produit grand public télé de 9 millisecondes en gaming. La moyenne est en 13. 9, c'est parfait. Pour les gamers, c'est une demi... trame, quand tu appuies sur la manette, c'est une demi-trame. C'est pas une image entière, c'est une demi-trame. C'est absolument parfait. C'est-à-dire que tu ne peux pas, pour le moment... Là, et l'angle de vision, c'est exactement ce qu'on voit là aussi, puisque en général, avec l'OLED, l'angle de vision est très bon, mais il est appauvri. Et il y a un effet magenta ou un peu rose. Nouveau filtre anti-reflet qui permet d'avoir dans la pièce, on a mis des éclairages. Sincèrement, c'est du délire. Là, ils ont carrément mesuré à 2100 candela sur un téléviseur OLED avec un angle de vision qui n'avait jamais été atteint. Et l'algorithme qui est derrière. Donc pour le moment, le téléviseur qui est le LG G3, qui est donc le téléviseur le plus cher de la gamme LG, n'a pas d'équivalent technique. C'est une technologie propriétaire LG ou... Le MLA, donc le micro-lens, c'est propriétaire LG. D'accord. C'est-à-dire que quelqu'un peut utiliser la dalle LG, mais d'ailleurs l'utilisateur Panasonic qui va sortir utilisera le MLA en accord avec LG. Mais Samsung travaille sur un QD OLED qui sera plus lumineux, on va bien voir, mais ce n'est pas des micro-lentilles. Donc voilà, un téléviseur vraiment pour les gamers. Le son est moyen, le téléviseur fait 2 cm, si tu vas t'amuser. What did you expect?
comment tu veux faire, le truc il est là, tu veux faire sortir du graphe, commande 2 cm, je ne sais pas. Donc vraiment c'est un produit avec un excellent anti-reflet, compatible DTS audio pour la première fois chez LG depuis 5 ans, Dolby Atmos, Dolby Vision et en effet le 120 Hz qui peut être intéressant pour les gamers parce que ça commence à y avoir des jeux en 120 Hz qui se pointent Dolby Vision et tout est gobé. Et du coup prix tu avais dit 2700 le ticket d'entrée. Et pour le 55 pouces de diagonale, l'autre après 3600 après, le plus grand, enfin 5000 € le 77 pouces, et après c'était plus la dalle MLA qui est dessus. Donc voilà, je voulais vous le montrer parce que j'avais jamais vu ça, et moi je suis un mec qui est passionné. C'est très beau. Et que le téléviseur est là-bas, messieurs, tous les gens qui l'ont vu ici étaient sciés, j'allais dire sur le cul, mais vrai. Je voulais vous remercier. Amandine, merci pour toutes tes news. Merci à toi, merci. Donc en effet, Amandine était intervenue avant, donc on va voir sur le replay. Le replay est absolument fabuleux, aussi bien que cette émission. Merci Reza, merci Otaxu, ta chaîne YouTube. YouTube.com/Otaxu, tout bêtement. Toi, on te retrouve dans la cave. Voilà, comme d'habitude. Toi partout, mon petit Reza et Amandine sur le Journal du Geek. Exactement. Donc Twitch.tv/mk_Reza. Voilà. Sur Twitch et YouTube. Vous êtes trop des stars, je suis trop content. On se retrouve jeudi prochain pour un autre JDH avec plein de trucs parce que du coup, est-ce que vous avez dit, on attend la suite. Je vais l'avoir en test pour le JDH, le Rogue Alive. Soyez présents. Merci beaucoup. On pourra pas faire mieux. Restez avec nous, dans quelques instants, c'est le récap avec des chauves et des chevelus aussi. A tout de suite. Allez, des gros bisous et parlez toujours de l'émission partout. Et on remercie la régie, que j'ai un peu massacré au niveau des prénoms. Tout le monde les aime, Allez, ciao. Alfred.